Il a démarré comme stagiaire aux Acédiques, vendeur de carrelage à Leroy Merlin. J'ai travaillé chez Leroy Merlin au monde sol, donc toute la journée j'étais vendeur pour du carrelage, du parquet, etc. Et même nettoyeur de poubelles. J'ai travaillé pour le père d'un ami où je nettoyais les poubelles et les cages d'escalier d'HLM. À la fin de ses études, il se retrouve dans un stage de consulting où il ne comprend rien. Je suis arrivé, il y avait le boss a fait une réunion où il a expliqué une réorganisation des équipes. Je n'ai rien compris à ce qu'il racontait, mais rien de rien. Et pourtant, Benoît fait aujourd'hui plus de 8 millions d'euros par an. Et en termes de chiffre d'affaires? En 2019, on a fait, je vais le dire hors taxe, je sais que tu aimerais que je le dise TTC, mais j'ai pas le... En 2019, on a fait 8,3 millions. Le Covid a été un peu dur. On a fait 7 millions hors taxe en 2020. Mais là, on fait une belle reprise. Avec une entreprise florissante qui a une cinquantaine d'employés, un des blogs les plus visités sur la mode masculine en français et 5 boutiques dans différentes villes françaises. Comment a-t-il fait? C'est ce que nous allons découvrir dans cette interview. Soit Benoît, soit c'est bonne gueule, soit c'est toute l'expérience que tu as vécue avant. Ça va savoir les Acédiques, le Leroy Merlin, les poubelles ou le consulting. Tu vois. Nous verrons aussi des techniques simples mais peu appliquées pour tirer son épingle du jeu. Est-ce que ces études l'ont aidé ou au contraire ont été un frein pour devenir entrepreneur? Comment affronter ses peurs pour passer à l'action? Comment garder la motivation pour avancer quoi qu'il arrive? Comment partir d'un blog pour bâtir un empire et concurrencer les plus grandes marques dans un environnement concurrentiel féroce? Et bien d'autres choses passionnantes. C'est parti! Ils sont ceux qui explorent des mondes inconnus. Elles sont celles qui découvrent des chemins méconnus. Ils refusent de vivre une vie futile et ils rejettent les diplômes inutiles. Ils se disent pourquoi pas tenter l'entrepreneuriat. Créer une pensée différente pour mener une vie attrayante. En se créant leur propre aventure, ils laissent leur signature. Intelligents et diligents, on les nomme rebelles intelligents. À tous ces iconoclastes, bienvenue dans votre podcast. Donc salut les rebelles intelligents, je suis actuellement avec Benoît de Bonne Gueule. Salut Benoît, comment ça va? Ça va Olivier, on est vacciné, je précise. Oui, on est vacciné, en plus moi j'ai eu le Covid, donc je suis doublement vacciné j'imagine. Okay. Et j'ai toujours du mal à prononcer ton nom de famille, c'est Benoît Wojtanka? Wojtanka. Wojtanka, voilà c'est d'origine polonaise? Tout à fait. Tes grands-parents ou… Je crois que c'était je crois que c'était mon arrière-grand-père qui venait de Pologne. Voilà. Famille d'immigrants polonais en partie, qui sont venus travailler dans les mines parce qu'il fut une époque en France où on avait besoin de main-d'œuvre étrangère. Apparemment. Voilà, et ma mère est basque, du coup je suis basque polonais. D'accord, et tu parles basque? Je sais compter jusqu'à 3 en basque. Parce que c'est une des langues les plus différentes, parce que c'est vraiment un isolat. Mais bon, on va pas parler de ça parce que sinon voilà. Mais intéressant, ok. Voilà. Et donc aujourd'hui, tu es le cofondateur de Bonne Gueule. Ouais. Tu es un co-dirigeant aussi. Tout à fait. Avec Geoffrey. Tout à fait. Et j'ai déjà eu l'occasion de t'interviewer 2 fois sur ma chaîne principale. Ouais. Et aujourd'hui, on va s'attarder davantage sur ton parcours de rebelle intelligent. Ok. Et déjà, j'aimerais commencer tout simplement par une question qui va nous mettre directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu as l'impression d'avoir une vie atypique? Oui. Oui, quand même. Je me rends compte qu'effectivement, parfois j'ai l'impression que parce que bon, Bonne Gueule, c'est 50 personnes, donc c'est parfois beaucoup de contraintes, beaucoup de pression. Donc j'ai l'impression parfois d'avoir pas mal de contraintes, mais finalement, quand je vois un peu autour de moi, je me dis que j'ai énormément beaucoup de liberté. Tu vois, le fait de pouvoir me bloquer une après-midi pour toi, j'ai aucun compte à rendre à personne. Le fait de pouvoir travailler aussi d'où je veux, si je veux, et aussi de faire les projets qui m'animent à moi, c'est aussi beaucoup de liberté. Et donc ouais, quand je vois aussi mes amis, ce que je fais, j'estime que j'ai une vie quand même assez atypique. Donc tu définis d'abord le fait que c'est atypique parce que tu as plus de liberté que la moyenne? Je dirais ça, et sur le fait que j'ai la chance effectivement de travailler sur des projets qui m'animent vraiment et que j'aime vraiment. Étant passionné de vêtements, c'est quand même un luxe aujourd'hui, je pense, de pouvoir vraiment travailler, vivre de ta passion. Voilà, c'est pour ça que j'aime autant ton travail, parce que c'est ce que tu apprends aux gens à faire finalement, à vivre de ce qui les fait kiffer. Et pour moi, c'est un côté un petit peu atypique. J'ai l'impression vraiment d'être vraiment, de maîtriser un peu mon destin, on va dire. En tout cas, d'avoir beaucoup de liberté pour agir dessus.
Et c'est vrai que je partage des chiffres au tout début de Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études sur est-ce que les gens aiment ou pas leur travail. Et on se rend compte que la France, c'est un des pays les plus mal classés du monde là-dessus. Et je ne me rappelle plus des chiffres exacts, mais en gros, il y a facilement plus de 50% des gens qui soit détestent activement leur travail, soit sont ni amoureux, ni détestent, mais voilà, ils trouvent ça... C'est un truc qu'ils subissent. Voilà, exactement. Et finalement, les gens passionnés par ce qu'ils font, c'est vraiment pas la majorité. Nous, on vit un peu dans une bulle, hein. Faut quand même s'en rendre compte, mais pour plein de Français moyens, enfin, pour la plupart des Français... Et même des gens moyens. Hein. Ouais, des gens entre guillemets dans la moyenne, et leur travail, c'est un truc, s'ils pouvaient s'en passer, ils le feraient, sans problème. Donc c'est pour ça que moi j'estime que j'ai une vie assez atypique, quoi. Pourtant, on entend à tous les coins de rue, fais quelque chose que tu aimes, c'est super important. Ouais. Mais on voit que dans les faits, il y a peu de gens qui pratiquent. Oui. Comment tu vois cette contradiction? Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la détermination ou la bonne méthode pour le faire jusqu'à un point où ça va marcher, entre guillemets. Et finalement, ils n'y croient plus. Et je pense que moi, ma force, ça a été ça, c'est de se... J'ai un côté un petit peu... ma petite sœur pense que je suis un petit peu autiste sur les bords. Donc tu vois, j'ai ce côté, quand on me dit quelque chose, j'y crois. Et je me dis, Benoît, tu peux arriver à vivre de ta passion, notamment grâce à des livres pour changer de vie. Parce que comme je l'ai dit, j'ai découvert ton premier blog en septembre 2008. Tu te rappelles de la date? Ouais, parce que je venais de rentrer en école de commerce. Et donc je me souviens d'avoir passé une bonne après-midi entière à lire tous les articles. Septembre 2008, parce que je venais juste de le créer. Ouais, je crois que c'était septembre-octobre 2008, j'en suis sûr. Il n'y avait encore pas juste quelques articles. Je les ai tous lus. Ah oui, et il y avait le fameux article avec le défi de lire 52 livres en... Ouais, exactement. Et sans ton travail, j'aurais sûrement pas eu bonne gueule. Et je pense que j'avais simplement besoin que quelqu'un me dise que c'est possible ou me montre que c'est possible. Et cette personne-là, c'était toi. Donc je pense qu'effectivement, il y a plein de gens qui de suite, dès qu'on va leur dire fais ce que tu aimes, la machine à excuses va se mettre en place. Je suis pas capable, j'ai pas le temps, etc. Et moi, je me suis dit, ok, s'il dit que c'est possible, c'est que ça doit forcément l'être, et tout simplement. Donc j'avais une espèce de candeur ou de naïveté qui m'a beaucoup aidé pour la suite. Tu penses que c'est de la candeur ou une certaine forme d'ouverture d'esprit, une certaine forme de « allez, on tente, on verra bien ». J'ai eu la faiblesse ou la force d'esprit de croire que c'était possible en tout cas. Et de me dire, s'il le dit, c'est que ça doit être vrai. Donc tout simplement. C'est pas aller plus loin que ça, ma motivation, en fait. Alors, c'est intéressant. Donc tu tombes sur mon blog. À l'époque, tu étais en école de commerce? Ouais, j'étais en première année d'école de commerce. Je venais de finir un DUT technique de commercialisation. Et j'étais en école de commerce à Évry, dans le 91, qui s'appelle aujourd'hui, ils ont changé de nom plusieurs fois, c'est Institut Mines Télécom Business School. Voilà. Ok. Voilà, donc était à l'époque une école de commerce entre guillemets publique. C'était dont les frais de scolarité étaient, je crois que c'était 1 000 € l'année. Donc c'était c'est pas cher. Ouais, donc mes parents avaient les moyens de me la payer, ils ne pouvaient pas payer plus. Que je remercierai jamais assez mes parents. Et du coup, j'ai atterri dans cette école-là. Et c'est vrai que là, je me rendais compte aussi que j'avais un côté un peu atypique parce que j'ai l'impression que j'étais un peu le seul qui m'intéressait qui m'intéressait à ce genre de choses. Alors qu'aujourd'hui, c'est marrant parce que je vois certaines personnes qui étaient avec moi en école qui partagent tes contenus sur Facebook. Tu vois, et je me dis qu'aujourd'hui, le développement personnel s'est beaucoup développé. Toutes ces choses-là sur l'entrepreneuriat. Mais il fut une époque où je me sentais vraiment très seul pour le coup. Alors, on va revenir justement... Oui, excuse-moi, j'ai tendance Non, mais c'est intéressant, mais on va revenir sur cette phase où tu te sentais un peu atypique à l'école. Mais moi, j'aimerais revenir sur ce déclic que tu as eu. Donc, tu tombes sur le blog, tu te dis, OK, c'est possible. Mais tu te dis, qu'est-ce qui est possible en fait? Parce qu'il y a tellement de possibilités de déclic dans... Alors, il y avait plusieurs choses là. La première, c'est qu'effectivement, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire de ma vie. Et je me suis dit, je vais prendre une formation entre guillemets commerciale parce que c'est celle qui peut m'ouvrir le plus de portes. Mais tu vois, mes deux parents ont été fonctionnaires, donc tu vois, j'étais pas vraiment destiné à l'entrepreneuriat. Et donc, je tombe sur ton blog. Et l'autre événement qui va arriver, je crois, 3 ans plus tard, c'est qu'on me pose un pacemaker. Je crois que j'en avais déjà parlé dans une de tes interviews. Parce que j'ai une maladie cardiaque héréditaire, qui est sans gravité, je vis tout à fait normalement. C'était en 2011, hein? Ouais, et en 2010, donc c'était 2 ans plus tard. Et tu vois, et là, il y a ce côté, en fait, il y a un moment, il faut commencer à kiffer sa vie, quoi, sinon, parce que tout peut s'arrêter rapidement, finalement. Donc, je dirais que ça a été un moteur supplémentaire. Parce que donc, on t'a mis pacemaker, tu as une sorte d'irrégularité, c'est ça ton Ouais, c'est un trouble du rythme, ça s'appelle le syndrome du QT long, si certains veulent aller voir sur Google. C'est un trouble du rythme, et donc ils m'ont mis un pacemaker, et qui, je pense aussi, a été une force d'une certaine manière. Voilà, donc... alors, tu dis ça peut s'arrêter n'importe quand. Exactement. Ça t'a donné une sorte de pression, de deadline pour... Ouais, en me disant, soit c'est ça, soit je mets à fond dans bonne gueule, ou soit je finis
consultant comme la plupart des gens de ma promo. Et consultant qui est un choix de métier, mais qui était clairement pas fait pour moi. Mais donc, tu t'es dit, OK, je vais faire quelque chose de différent. Et pour toi, ça a été l'entrepreneuriat. Ça a été... Est-ce que tu savais dès le départ que tu voulais faire l'entrepreneuriat? Non, pour moi, c'était juste monétiser Bonne Gueule. Parce que pour moi, être entrepreneur, c'était un truc que j'ai... Alors, attends, parce que Bonne Gueule, tu l'as créé quand? J'ai créé en 2007. Ah, d'accord. Donc, tu l'avais créé avant de découvrir mon blog. C'était vraiment un blog, tu vois, c'était un blog vraiment pour partager. Il y avait pas d'opt-in. Enfin, il y avait pas de... J'avais rien mis en place pour mettre... pour récolter des adresses mail, il n'y avait pas tout ça, c'était juste le plaisir de partager ma passion. Oui, c'était pas un business. D'accord, donc tu étais déjà passionné par le vêtement avant? Ouais, tout à fait. Depuis l'enfance finalement, enfin l'adolescence, ouais, c'est ça. Et donc tu t'es dit, tu étais tellement passionné que tu voulais partager au monde. Exactement, ça venait, il y avait cette espèce de truc, j'aimais bien écrire, je me suis dit, j'aimais bien expliquer des choses. Je me suis dit, je vais expliquer toutes mes découvertes autour du vêtement, à quoi on reconnaît un vêtement de qualité, tout ça je vais l'expliquer, je vais le partager. Et alors tu n'avais pas du tout de visée business en faisant ça? Aucune. Mais rien que le fait de voir des gens qui commentaient mes articles, pour moi, c'était complètement dingue. Alors, je me disais, putain, il y a des gens qui lisent ce que je fais et ça les intéresse, c'est ouf. Tu vois, parce que quand je l'ai commencé, j'habitais pas à Paris, donc je me sentais pas forcément légitime, mais il y avait, il y avait la candeur du débutant, on va dire. Donc voilà, j'avais déjà Bonne Gueule. Et puis quand j'ai vu qu'on pouvait le monétiser, parce que j'avais téléchargé ton livre gratuit que tu avais fait en 2010. Ouais, 2010. Fin 2010, ouais. Ça m'avait mis une belle claque, tu vois. Vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog. Exactement, avec le triangle. Oui, de la réussite. Oui, exactement. Absolument. Ouais, tout à fait. Tu vois, ça m'avait beaucoup marqué. Donc c'est trafic, relation, autorité. Exactement. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai les bases pour faire ça, mine de rien. J'ai déjà des bases pour faire ça, tu vois. J'ai un peu de trafic, les gens apprécient mon contenu, donc je me dis, je peux aller un peu plus loin. Et c'est tombé à un moment où j'étais stagiaire dans une boîte de conseil qui, honnêtement, ils n'avaient rien à me donner à faire. Donc j'avais beaucoup de temps libre. Et au moment où j'ai rencontré Geoffrey, donc mon associé actuel, et donc tout ça, toutes les étoiles étaient parfaitement alignées. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, parce que j'avais rien à perdre. Tu vois, je vivais dans 15 mètres carrés, j'étais très heureux d'ailleurs. Mais tu vois, j'avais pas de crédit, pas de bien matériel, j'avais rien. Donc je pouvais rien perdre. Donc c'était vraiment maintenant ou jamais qu'il fallait que je lance ce truc. Et avec Geoffrey qui m'a beaucoup aidé, qui a vraiment apporté cette force entrepreneuriale, on va dire, parce que moi, j'étais passionné par le vêtement, lui était passionné par l'entrepreneuriat. Donc à nous deux, ça a très bien matché avec nos forces et nos faiblesses, chacun. Et voilà, ensuite, ça a été le début. On a commencé à monétiser en vendant en PDF. Mais ça, je le raconte dans l'interview de 2012, je crois. Oui, tout à fait. Bon, et puis bon, on va aller. Si on accélère jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on peut partager tes chiffres. Ouais, donc aujourd'hui, Bonne Gueule, on est à peu près une cinquantaine d'employés. On a combien de boutiques? On a Bordeaux, Lyon, Paris, on en a 2, donc ça fait 4, plus Lille, on a 5 boutiques. Et là, on prévoit d'ouvrir 2 boutiques avant la fin de l'année. Et en termes de chiffre d'affaires? En termes de chiffre d'affaires, donc en 2019, on a fait, je vais le dire hors taxe, je sais que tu aimerais que je le dise TTC, mais j'ai pas le... En 2019, on a fait 8,3 millions. Le Covid a été un peu dur. On a fait 7 millions hors taxe en 2020. Mais là, on fait une belle reprise. Et je tiens à préciser que nous sommes l'une des rares marques de vêtements à publier nos comptes sur Infogreffe. Okay. Sur société.com. Donc tout le monde peut aller vérifier. Tout le monde peut dire notre marge, peut vérifier notre marge, etc. Donc là, vous êtes parti pour faire un 10 millions cette année Ouais, 10 millions, ouais, ou un tout petit peu moins, entre 9 et 10, je pense. Oui, bon, juste une parenthèse. Moi, je pense que Benoît devrait partager ses chiffres TTC parce que les gens, là, en plus, il s'adresse vraiment à des particuliers. Ouais. Donc les gens payent avec la TVA. Donc, parce que s'il enlève la TVA, pourquoi il n'enlèverait pas l'impôt sur la société aussi, par exemple? Bon, voilà. C'est juste pour gagner une cohérence. Voilà, dans nos documents financiers, on parle tout le temps hors taxe. Donc c'est pour ça que j'ai les chiffres en tête. Donc là, on a un peu accéléré jusqu'à aujourd'hui. C'est juste pour vous donner un aperçu un peu du parcours. Mais donc, tu disais que finalement, tu avais une certaine ingénuité, une candeur qui a fait que tu as cru. Est-ce qu'aujourd'hui, tu croirais encore à quelque chose de similaire? Eh ben alors justement, je me faisais la réflexion ces jours-ci. C'est qu'aujourd'hui, ça demande un effort d'entretenir cette candeur. Parce que tu sais, forcément, Bonne Gueule, ça fait depuis presque 10 ans qu'on l'a monétisé. Si d'ailleurs, je crois que notre PDF, là, ça fait 10 ans qu'on l'a sorti. Donc tu vois, tu as eu des événements, des épreuves, parfois quelques échecs, ou petit à petit, qui peuvent alimenter la machine à excuses dans ta tête. Donc justement, j'essaie de conserver cet état d'esprit. On se dit, attends, mais il a dit que c'était possible, alors c'est sûrement vrai, quoi. Donc allons-y. Et sauf que maintenant, il faut convaincre aussi des équipes que c'est possible. Il n'y a plus que toi. Il n'y a plus que moi. Donc il faut convaincre aussi les équipes que c'est possible. Mais ouais, j'essaie vraiment d'entretenir déjà cette passion autour du vêtement, de ne pas m'en lasser,
de découvrir toujours plein de choses et vraiment de ce côté, ok, c'est sûrement possible, on va voir. Est-ce que tu as eu des moments où ça t'a desservi d'avoir cette candeur? Ouais, parce qu'on n'imagine pas à quel point... parce que tu as peut-être tendance à un peu sursimplifier les choses, tu vois, à pas embrasser toute la complexité du système. Et heureusement, il y a des gens dans mon équipe qui disent « Attends, Benoît, mais t'as pensé à ça ?» Là, par exemple, on va lancer une collection femmes pour 2022. Bon, on lance déjà un peu. Mais tu vois, avant, ça aurait été « Attends, on lance 3 protos, et puis voilà, on lance. » Et puis finalement, tu as les équipes qui disent « Mais attends, Benoît, ça, comment tu comptes faire au niveau du marketing, au niveau du positionnement prix, au niveau de la distribution en boutique, au niveau des contenus, au niveau des lancements? Est-ce que tu as pensé à tout ça ? Au niveau du nombre de références, ok, donc quel est le chiffre d'affaires attendu? » Et tu vois, et c'est le genre de choses où tu es obligé un peu de step up. Et donc pour ça, avec Geoffrey, on a fait un gros document de 3000 mots où on détaille tout notre positionnement en destination de notre équipe. Tu vois, où on veut aller avec cette collection femmes, quelle est notre ambition, qu'est-ce qu'on veut être, qu'est-ce qu'on ne veut pas être, etc. Donc oui, c'est ça. Finalement, des fois, tu sursimplifies, tu ne penses pas à tout. Exactement. En même temps, des fois, si tu fais l'inverse, tu tombes dans la paralysie d'information. Mais c'est ce que je dis, c'est qu'être dirigeant, c'est toujours gérer des équilibres. Tu vois, c'est toujours gérer, ne pas tomber dans un extrême ou dans l'autre. C'est toujours ça. Le bon équilibre entre vélocité, entre réflexion, le bon équilibre entre liberté et entre cadre. Être dirigeant, moi, c'est mon gros insight. Ma grosse réflexion 2020, c'est qu'être dirigeant, tu gères des équilibres. Voilà, toujours trouver le juste milieu. Parce qu'il y a... Et le pire dans tout ça, c'est que parfois, quand on te donne certains conseils, pour certaines personnes un peu extrêmes, ça a pu marcher pour elles. Et donc, comment tu gères ça aussi, tu vois, enfin bon, voilà. Donc, pour revenir sur l'école, comment tu as vécu ton parcours scolaire? Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup aimé l'école. D'accord. Franchement, je ne fais pas partie de ces gens qui détestent l'école, c'est pas moi. Il y a eu des moments difficiles parce qu'effectivement, mes parents ont déménagé à Tours quand je suis arrivé en 3e, ça a été difficile au début. Vraiment, mais après, ça m'a plu, j'avais des amis, ça se passait bien, j'avais des amis bienveillants, donc moi j'ai aimé mon lycée, j'ai aimé mes études supérieures. J'ai beaucoup aimé mon DUT parce que ça a été une vraie formation commerciale sur 2 ans qui était hyper intéressante, où j'ai appris le marketing, où j'ai appris plein de choses qui me servent encore un petit peu. C'est une formation, une belle formation que je conseillerais. Alors c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent que finalement les études qu'ils ont fait de commerce c'est pas super utile. Qu'est-ce que tu utilises dans le marketing par exemple que tu as appris à l'école? J'avais du marketing direct, j'avais du marketing général, j'avais du marketing de point de vente, j'avais plein de trucs. Donc des choses plus concrètes. Voilà, intéressant. Ouais, franchement, parfois on devait faire des trucs super marrants. Je me souviens, on devait faire une pub pour un biberon. Ah oui, c'est concret. Ouais, on devait faire. Donc on t'a parlé de bénéfices, de fonctions. Exactement. D'accord. Toujours ce réflexe bénéfice-produit, à quel problème on répond, etc. On devait faire aussi un truc qui m'avait marqué. Pour les sirops Tesser, on devait faire on devait designer un point de vente d'un sirop Tesser. Donc quel élément tu vas mettre où, etc. Donc c'était assez marrant. On avait des cours de négociation. Qui étaient vraiment bien d'ailleurs. On a même eu des cours d'analyse transactionnelle, tu vois, le parent, l'enfant, etc., l'adulte. On a eu des cours d'organisation. Ça, j'ai mis du temps à comprendre à quoi ça allait servir, mais comment on organise des hommes dans un système. Et évidemment, le cours qui sert le plus, mais que personne ne suit, c'est tout ce qui est compta, analyse financière. Voilà, qui est très très utile. Et moi, je m'en veux vraiment de ne pas avoir pris l'ampleur de l'utilité de... Et les profs de compta, souvent, sont soit très bons, soit très mauvais. Donc, c'est un peu comme les profs de maths. Exactement. Donc, ouais, et ça a été hyper utile. Non, ça a été une belle formation, et puis on a vraiment kiffé. Enfin, on faisait de la fête tout le temps. On avait des cours qui nous plaisaient. Puis après, j'ai fini mes études à HEC Montréal. Alors, juste là-dessus, ouais. Est-ce que tu ne penses pas en lisant un bon bouquin, ça peut compenser un cours ou en tout cas le rendre? Oui, mais bon, les études, c'est fait pour kiffer aussi. T'as pas tout ça. Mais oui, effectivement, d'un point de vue purement connaissance, parfois, c'est pas à jour. Effectivement, tu lis un bon bouquin, tu l'as, mais... Je sais pas, et puis tu vois, ça tu vas pas forcément avoir l'idée de le lire, le livre, hein, donc. Ouais, et puis tu vois, les études, ça met une certaine discipline aussi, tu vois. Ça te pousse quand même à te lever pour aller en cours à 8 heures, pour ceci, pour cela, ça t'aguerrit, tu vois. Ça cultive ta rusticité, comme diraient les militaires, tu vois. Le côté, ça te pousse aussi à socialiser, ça te pousse aussi à t'entendre dans un groupe, tu vois, à te placer, Donc ouais, je trouve ça hyper utile. Puis tu as plein de cas concrets, et parfois ça t'oblige à faire des choses que tu n'as pas envie de faire, et je trouve ça très bien.
Et donc, tu as été à HEC Montréal, donc ça t'a permis de découvrir une autre culture. Ouais, pendant 1 an. Et là, c'était génial. Là, c'était vraiment le pied parce que j'ai fait un DESS en affaires électroniques parce que tu sais que là-bas, ils traduisent tout. Donc, En affaires électroniques. e-business. Hein. Ah ouais. Donc là, j'avais des profs de haute volée, vraiment. J'avais 15 heures de cours par semaine et c'était vraiment sur des sujets que je connaissais un petit peu grâce à Bonne Gueule. Et pour le coup, c'était hyper, beaucoup de stimulation intellectuelle pour le coup. C'était vraiment très plaisant. Et parmi tous ces camarades de HEC, Ouais. tu sais quel pourcentage à peu près qui ont créé une entreprise depuis? Je pense entre 10 et 20% à peu près. Ouais, ouais. Non, moi, vraiment, les études, mon année à Montréal, ça a été fabuleux. Mais même mes études à Évry pendant 2 ans, c'était génial aussi. J'ai rencontré plein de super amis qui le sont toujours aujourd'hui. Enfin, vraiment, non, c'était... Tu kiffes, t'as kiffé. Ouais, et alors ainsi un truc important surtout, c'est que sur les cours qui m'a beaucoup été utile, c'est con, mais sur l'outil informatique. En DUT, on t'apprend à te servir de Word, on t'apprend à te servir de PowerPoint, on t'apprend à te servir d'Excel. Et ça m'a été vraiment... On t'apprend à faire une présentation orale. Et c'était vraiment une formation de haute volée pour le coup. C'était vraiment... Non, moi, j'ai vraiment aimé pour le coup mes cours. Alors, c'est intéressant que tu dises ça, et en même temps, tout à l'heure, tu as dit que tu te sentais un petit peu Oui. marginal parfois, Oui. et tu dis aussi qu'il n'y a que 10 à 20% des élèves. Tout à fait. Donc, tu as aimé, mais tu t'es senti un petit peu différent Ouais, dans mes centres d'intérêt, parce que c'est vrai que je lisais du développement personnel, mais à l'époque, il y a en 2000, tu vois, c'était 2008, même avant, mon DUT, c'était quand? C'était 2006. Le développement personnel en France, il y avait pas David Laroche, il n'y avait pas toi, il y avait... Les infopreneurs, j'espère, on a quand même amené ça plus à la masse, quoi. Voilà. Ouais. T'allais à la Fnac, t'avais pas Tim Ferriss, enfin, il y avait rien de tout ça. Et pour le coup, moi, ça m'intéressait déjà, mais je me sentais extrêmement seul parce que mes copains, quand ils rentraient chez eux, ils regardaient des séries télé, je sais pas, et moi, je lisais des blogs sur le sujet et j'adorais ça, quoi. Et là, pour le coup, je me suis toujours senti un petit peu seul, mais j'ai toujours eu la chance d'avoir des amis qui ont respecté ça. Vraiment, qui ont dit, écoute, ouais, c'est ton truc, pas de souci. Qui m'ont jamais jugé là-dessus. Et c'est vrai que, mais ouais, j'avais personne avec qui partager tout ça, finalement. Et c'est là où je me sentais un petit peu atypique. Et je m'en rendais à la fois pas trop compte, parce que je me disais, c'est un centre d'intérêt comme un autre. Mais c'est comme les intérêts composés, tu vois. Quand ça fait 10-15 ans que tu lis des choses sur le développement personnel, 15 ans plus tard, tu n'es pas au même endroit que quelqu'un qui n'en a jamais lu. Absolument. Voilà. Mais ça rejoint aussi l'idée de Atomic Habits, donc les petites habitudes. Exactement. Et l'effet, c'était quoi déjà le compound interest. le compound effect, où si juste une fois par semaine, au lieu de manger de la pizza, vous mangez de la salade, au bout de 10 ans, il y a une différence dans votre énergie, votre corps, sa forme, etc. Et... Si chaque matin, quand tu vas au boulot, tu lis un article sur la psychologie, sur le marketing, au lieu de regarder une connerie sur YouTube, pareil, ça fait une énorme différence. Sur la fin, ça fait une énorme différence. Tout comme lire des bons livres, exactement, pratiques. C'est une grande partie pour ça que j'ai créé des livres pour changer de vie, c'était pour partager cette idée toute bête. Mais exactement. Tu lis un livre par mois, ce que je dis toujours, ça fait 12 livres par an. Au bout de 10 ans, ça fait 120. Si tu en lis 2 par mois, ça fait 240 livres au bout de 10 ans. Ouais. Si c'est des livres de qualité, vous imaginez la différence que ça fait dans votre horizon. Si on lit tes résumés sur des livres pour changer de vie, pareil, au lieu de... Si le mec il les lit depuis, je sais pas, plusieurs années, par rapport à quelqu'un qui joue sur son téléphone dans le métro, pareil, ça fait une différence énorme. C'est énorme. Et pourtant, on voit bien, il suffit de prendre le métro, le train, n'importe quoi. Les gens, ils regardent des vidéos, ils regardent Facebook. Très, très peu lisent. Donc, on voit bien que ça nous donne un avantage absolument énorme. Exactement. Et c'est une manière justement de continuer les cours après avoir fait ses études, d'apprendre tout au long de sa vie. Mais justement, je viens de penser que les cours, ça m'a aussi appris à me... Tu vois, tu as quelque chose à apprendre, même si sur le coup, tu as envie de faire autre chose, et tu le fais. Ça te force, quoi. Voilà, tu n'es pas en train de te plaindre des réseaux sociaux, de l'addiction des réseaux sociaux. Tu fermes ta gueule et tu le fais. Est-ce qu'ils t'ont donné le goût d'apprendre tout au long de ta vie ou tu l'as plutôt eu à l'extérieur? Ça, pour le coup, je vais pas te mentir, je pense que ça a été un peu inné chez moi. En fait, j'ai un père qui travaille dans la recherche, qui a travaillé dans la recherche. Donc, et ma mère aimait beaucoup la culture aussi. Donc, ils m'ont toujours cultivé une certaine curiosité, je pense. Ils se sont toujours employés à la satisfaire. Donc je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et c'est vrai que les gens qui ne sont pas du tout curieux, j'ai beaucoup de mal, moi, pour le coup. Dès que j'ai eu Internet, moi, c'était pour lire des trucs, chercher des infos sur des sujets qui m'intéressaient. Tu vois, et j'ai beaucoup de mal avec les gens qui, pour eux, Internet, c'est juste pour passer le temps. C'est juste pour... Tu vois, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Le fait que, par exemple, quand quelqu'un ne sait pas quelque chose dans mon équipe, moi, j'ai ce réflexe de... Tout seul, on va trouver la solution sur Google. Et les gens qui n'ont pas ce réflexe-là, c'est un truc j'ai beaucoup de mal à comprendre. Vraiment, on est sur une autre planète. Ouais.
c'est toujours la même chose entre combler le vide avec des bêtises ou. Mais toi, t'es un peu comme ça aussi, t'aimes bien apprendre, tu vois. Bah oui, absolument. Mais il y a des gens chez qui c'est pas inné, j'ai mis du temps à le réaliser. Et pourtant, on peut essayer d'apprendre des choses sans que ça soit difficile. Enfin, je veux dire, bon, peut-être qu'il faut prendre un peu sur soi, peut-être que c'est manger la salade par rapport au hamburger. Ouais, mais au bout d'un moment, c'est la même chose. Votre cerveau, si vous bouffez des salades des pizzas toute votre vie, votre corps il va pas être en bon état, votre cerveau ça va être pareil. Hein. Ouais, et puis l'inconfort, il y a un moment, si on veut avoir la vie qu'on veut, il faut se mettre un peu dedans, tout simplement. Parce qu'effectivement, on vit dans une espèce de crise de confort où il faut absolument la moindre chose inconfortable, il faut l'enlever de la vie. Et effectivement, ouais, parfois il faut se forcer un peu, mais ça fait du bien. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu as fait partie de la minorité qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat? En plus, je suppose que parmi les 10-20%, la plupart n'ont pas démarré juste après leurs études, contrairement à toi. Première chose, c'est que je pense que j'étais passionné. Et il y a plein de gens... Passionné par quoi? Mais par mon sujet, par le vêtement. D'accord. Il y a des gens pour qui la plupart qui ne sont pas passionnés et comment dire... Ouais, qui sont pas passionnés et qui ne veulent pas partager. Donc forcément, c'est un peu compliqué. Donc j'étais passionné. Alors que tu vois, il y a beaucoup de gens qui n'ont, encore une fois, qui n'ont pas vraiment de passion. Tu vois, leur temps libre, c'est quoi? C'est voir leur poste, qui est très bien aussi, ou regarder des séries télé, ce que je ne juge absolument pas. Mais quand tu n'as rien qui t'anime, c'est compliqué de le monétiser. Tu sais que j'ai été choqué au début quand il y a des gens qui venaient me voir et qui me disaient Olivier, j'ai pas de passion, je fais comment? Parce que pour moi, c'était inconcevable en fait. Mais pareil. Je comprenais. Moi, j'ai découvert qu'il y a des gens sans passion. Ça existe vraiment. Et oui, et finalement un nombre assez conséquent. Alors je pense que c'est plutôt une minorité. Enfin, je sais pas en fait, mais ouais. J'étais choqué. Aujourd'hui, je comprends bien que ça fait partie du paysage. Ça fait partie du monde. Mais et moi, je dis toujours, je pense que pour pas mal de ces gens, peut-être pas pour tous, mais pas mal de ces gens, c'est surtout un problème d'exploration. Exact. Curiosité. Ils explorent pas assez de sujets. Ah ouais. Peut-être qu'ils sont super passionnés par la cuisine mexicaine, je veux dire d'en faire, ouais. mais qu'ils l'ont jamais fait, donc ils savent pas en fait. Ah ouais, il y a pas. Et je pense, cela dit, je pense que le Covid et les périodes de confinement ont peut-être un tout petit peu pu changer la donne. Espérons. Ouais. Espérons. Ouais, donc j'étais passionné, j'avais envie de découvrir. Et surtout, encore une fois, j'ai eu la naïveté ou la force d'esprit de croire que c'était possible de vivre de ma passion. Et moi, je ne me voyais pas du tout entrepreneur. Pour moi, c'était un truc... être entrepreneur, c'est pour les gens qui n'ont pas peur. C'est pour les gens qui sont courageux. Et moi, je ne me voyais pas du tout comme ça. Et ouais, donc il y a eu ça. Et moi, je voulais juste monétiser un petit peu Bonne Gueule pour pouvoir arriver à en vivre. Et c'est Geoffrey, encore une fois, qui a vraiment apporté cette force-là. Et c'est comme ça qu'on a pu... La force d'en faire un vrai business, tu veux dire. Exactement, ouais, Geoffrey a toujours eu cette vision business. Lui, ce qui intéressait, c'était pas d'être sur la plage en Thaïlande, c'était vraiment de prendre des bureaux, de recruter des équipes, de lancer des projets, etc. Oui, parce qu'à l'époque, même maintenant, mais je veux dire, ça faisait partie des objectifs mis en avant par les infopreneurs, ouais. D'avoir un petit business qui rapporte quelques milliers d'euros par mois et puis d'aller en Thaïlande ou dans d'autres pays. Ce qui est vraiment OK. Hein. Et parfois, oui, absolument. J'invite ces personnes-là, vraiment. Ouais, mais voilà, toi, tu as fait le choix de partir dans l'ambition, le développement d'un vrai business. En plus, là, c'est un vrai business de briques et de mortier, comme disent nos amis anglo-saxons, avec des boutiques et tout ça. On va revenir là-dessus. Mais du coup, tu n'as jamais eu de job dans ta vie? Si, j'en ai eu quelques-uns qui m'ont beaucoup appris. J'ai été stagiaire pendant 3 mois aux ACDIC. Ah bon? Ouais, j'ai aidé les demandeurs d'emploi à se servir d'Internet. Ah, intéressant. Et donc là, justement, quand tu passes ton temps à rencontrer des gens qui sont en demande d'emploi, quand je venais d'avoir 18 ou 19 ans, ça te remet les pieds sur terre. Ah ouais, ça m'a beaucoup... pour le coup, ça m'a beaucoup... Ouais, vraiment, rencontrer des demandeurs d'emploi toute la journée, ça te fait un truc. Alors, du coup, ça aurait pu casser ta naïveté un petit peu, non? Non, parce que je me suis dit, ah ouais, voilà ce qui se passe si je regarde tout le temps la télé. D'accord. Oui, c'était l'inverse en fait. Si j'ai pas de curiosité, conforté dans ta décision. Ouais, et surtout, il y a aussi des gens qui très vaillants, mais il y a une vraie détresse humaine, quoi, qui sont pas au bon endroit au bon moment et qui essayent de galérer, mais qui savent pas que, ouais, mais tu vois, qui mettent beaucoup d'efforts, mais qui manquent un peu de méthode. Tu vois, pour la plupart d'entre eux, je suis certain qu'ils savaient mieux faire une lettre de motivation. Ou s'ils savaient simplement se vendre, s'ils prenaient le temps de chercher comment le faire, ça irait beaucoup mieux. Mais ouais, j'ai vu des gens très vaillants. Enfin bon, tu vois, et j'ai vu des gens qui étaient avec moi au collège. C'est moi qui les ai inscrits au chômage. Et ça m'a vraiment mis une... Parce que voilà, c'était des jeunes qui faisaient un peu des... Pas des petits voyous, quoi, mais pour le coup, qui étaient rebelles, mais pas intelligents, tu vois, qui ont tout rejeté en bloc le système, mais qui n'ont eu aucun avenir derrière, et qui sont retrouvés à 18 ans... sans rien, quoi.
Toi, je crois que tu n'as pas fait d'études supérieures, tu es à bac-2 comme tu dis. Ouais. Mais c'est voilà, des gens un peu comme toi, mais qui n'ont pas eu cette envie, cette curiosité d'entreprendre, etc. et qui n'ont pas eu envie de creuser ça. Donc, et encore une fois, je dis ça, c'est facile dans ma position de lire aussi, mais moi j'ai eu des parents voilà, qui savaient écrire correctement, qui étaient très curieux, qui m'ont stimulé. Et pour des gens pour qui ce n'est pas le cas, je comprends tout à fait que ça soit d'autant plus difficile de sortir de cet environnement-là où tu n'es intellectuellement pas stimulé, tu as des parents peu ou pas présents. Donc je pense aussi d'une certaine manière, ça m'a beaucoup appris à développer mon empathie et le fait de ne pas juger les gens qui n'ont pas cette curiosité. Tu vois, parce que tu ne sais jamais de quoi a été composée leur vie. Moi, j'ai eu des gens alcooliques qui venaient, tu vois, qui foutaient un peu la merde et tout, et qu'il fallait gérer aussi. Donc, et bon, t'as vu un peu la misère Ouais, exactement. Et ensuite, j'ai travaillé... Alors, juste pour rebondir sur ce que tu disais, parce que c'est intéressant, parce que j'ai un témoignage très complémentaire au tien. Parce que finalement, j'avais la même envie que toi, le feu sacré pour réussir, sauf que moi, j'ai quitté l'école très tôt, et que j'avais pas le choix, en fait. Hein. À 16 ans, je crois 18, j'ai bossé 1 an sur le projet de création d'entreprise. Ouais. Et je dis que j'ai un bac-2, dans les faits j'ai un bac-1, c'est parce que mon bac-2 ça sonne mieux. Mais t'as pas eu ton bac du coup? J'ai eu mon bac français, donc j'ai pas eu mon bac. Ok. Donc j'ai arrêté après une première L, tu vois, et j'avais redoublé, donc c'est pour ça que j'avais 18 ans. Mais voilà, donc j'avais la même envie que toi, et finalement c'est ce qui nous a distingués. Mais par contre, je viens d'une famille où mes parents, ma mère m'a donné le goût de la lecture, ça c'est bien, mais ils m'ont pas donné, enfin ils n'avaient pas beaucoup de stimulation intellectuelle à m'offrir, et ça j'ai vraiment été le chercher par moi-même. Et j'ai de la chance parce que finalement j'ai été malin, je suis tombé sur des bonnes personnes, des bons livres, mais j'ai fait une énorme erreur, c'est que pendant les 8 premières années de ma carrière d'entrepreneur, je n'ai lu aucun livre de business. Et c'est en découvrant La semaine de 4 heures et d'autres livres où ça m'a mis un électrochoc, où la semaine de 4 heures a changé ma vision d'un métier que je pratiquais depuis 8 ans en un week-end. C'est là que je me suis mis en quête d'autres bouquins. Et c'est ça qui m'a aussi donné l'envie de créer des livres pour changer de vie, parce que je me suis dit, si moi, qui adore lire, j'ai pas eu l'idée pendant 8 ans, probablement que d'autres l'ont pas eu. Et je rejoins là ce que tu dis, c'est que des fois, c'est tout bête, mais il suffit d'une seule idée. L'effet papillon. Et boum, et des fois, tu es dans des environnements où tu n'as pas ce genre d'idées qui viennent à toi, en fait. Mais surtout qu'en plus, aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile avec YouTube. Maintenant, tu as des résumés vidéo de livres. Enfin, aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas l'idée, en fait. Exactement. Et on essaye moi, j'essaye de diffuser ça. Ouais, qui sont dans cette idée, je suis dans une vie que je ne peux pas améliorer. Parce que ceci, parce que cela. C'est ce comportement par défaut, j'ai l'impression. Ouais, je suis dans une vie que je ne peux pas améliorer. Et nous, encore une fois, ça fait 10-15 ans qu'on est dans le développement personnel, dans l'entrepreneuriat. Donc ça nous paraît aberrant, mais il y a des gens pour qui n'ont jamais eu cette petite étincelle. Parce qu'il suffit de pas grand-chose. Ouais, ils pensent que tout est figé et que... Exactement. Et que j'ai une vie que je subis. Et de toute façon, pour que les gens me considèrent, il faut que je montre que je suis en train de souffrir, parce que sinon personne va s'occuper de moi. Tu vois ? Absolument. Et donc là on a déjà quelques bases, quelques points communs à la plupart des rebelles intelligents. Hein. C'est cette envie d'apprendre, le fait d'apprendre par soi-même. Et on peut très bien suivre dans les études aussi des choses intéressantes, comme tu l'as dit. Et puis l'envie d'explorer des chemins un peu différents. Exactement. Si tu n'as pas envie d'apprendre, si tu n'es pas passionné, ça va être compliqué pour la suite. Hein. Ça va être très très compliqué. Et donc pour revenir sur les jobs, donc tu as fait ce stage aux Acédiques, tu as fait quoi d'autre? J'ai travaillé chez Leroy Merlin au monde sol. Donc toute la journée, j'étais vendeur pour du carrelage, du parquet, etc. Boulot très physique. Là aussi, des fois, je commence à 7h du matin. Et non, boulot très physique. Et ça m'a aussi pris conscience que là aussi, si Benoît, tu lis pas assez de livres, si tu lis pas assez les articles d'Olivier Roland, mais attention, voilà ce qui peut être possible. D'accord. Et encore une fois, il y avait des gens qui étaient, pour le coup, j'avais des collègues qui étaient passionnés par ça. Vraiment, ils prenaient ça très à cœur, mais c'était pas pour moi. Après, j'ai travaillé pour le père d'un ami où je nettoyais les poubelles et les cages d'escalier d'HLM. Wow. Mais comment ça se fait que tu as fait tous ces jobs? C'était des trucs d'été? Alors, Leroy Merlin, c'était un stage et ils m'avaient tellement apprécié qu'ils ont voulu me reprendre pour l'été. Ils voulaient me garder pour la suite d'ailleurs. Ils voulaient que je signe un CDI, que je fasse carrière chez eux. Et pour les cages d'escalier et les poubelles, c'était un job d'été. Ouais. Et j'avais aucune idée de ce qui allait m'attendre. Et je commençais tous les matins à 7h ou 6h30, je crois, en été. C'est intéressant ça que tu aies pu explorer un peu les jobs du bas de l'échelle, quoi, finalement. Ouais, et pareil, j'ai vu des gens très valeureux, très vaillants. Et pour le coup, j'ai vu aussi des gens pour qui c'était... Enfin, on était dans des... Il y avait des gens, c'était des HLM, mais effectivement, ils cherchaient par tous les moyens d'essayer de comment remplir leur journée.
il y avait une espèce d'angoisse où il fallait passer le temps, quoi. Et ouais, non, et là aussi, ça remet les idées en place, pour le coup. Ça fait du bien. D'autres jobs? Et après, ben, j'étais pendant un an donc, stagiaire, c'était mon année de césure dans une boîte de conseil. Où là, Alors qu'est-ce que c'est une année de césure? Ben, c'est dans tes études supérieures, tu peux choisir soit de finir tes études, ou soit entre ton avant-dernière et ta dernière année, de faire une année où tu fais un stage d'1 an. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc tu es quand même attaché au fait d'être sur le terrain. Ouais, effectivement, je voulais voir, et là pour le coup j'ai vu que le métier dans le conseil c'était pas pour moi du tout. Non? Je trouvais ça, je me suis senti vraiment idiot en fait, débile, bon parce que je comprenais rien du tout. Ah oui, à ce moment-là? Ouais, c'était du conseil IT, et je me souviens la première semaine où je suis arrivé, il y avait le boss a fait une réunion où il a expliqué une errorisation des équipes. Je n'ai rien compris à ce qu'il racontait, mais rien de rien. Il parlait de silos, d'expertise métier, de compétences clés, de force vive. Et je ne comprenais pas du tout où il voulait en venir, la différence. Enfin, c'était vraiment... Ça a été un... Donc là, il y avait un manque d'adéquation entre ta formation et puis le stage. Ouais. Et personne n'avait vérifié ça. Ouais, vraiment. Et puis, je ne comprenais pas l'intérêt de ce que je faisais aussi. Tu vois, j'avais vraiment... Et t'es resté 1 an là-bas? Je suis resté... Mais je te dis, ils n'avaient rien à me donner à faire. Donc, et à la fin, tu comprenais de quoi ils parlaient ou pas? Pas trop. D'accord, ok. Mais ça m'a permis vraiment de lire tes articles. C'est vrai, oui, donc c'était pour toi une année sabbatique un peu. Non, j'ai travaillé un petit peu, mais les gens voyaient très bien que j'étais pas très doué, donc ils m'ont donné le moins possible, parce qu'il fallait toujours passer derrière moi pour corriger ce que je faisais, parce que je n'étais pas du tout en maîtrise. Mais du coup, ça m'a permis vraiment de lire des livres pour changer de vie à fond, d'écrire des articles, d'écrire des leads magnets, tout ça. Voilà, donc à côté de ça, c'est ça qui est intéressant finalement. Donc, bon, déjà, après, tu es revenu, tu as fait 1 an d'études, tu as eu ton diplôme. Ouais. Et donc, pendant que tu faisais tout ça, là, tes études et ton année de césure, tu continuais à bâtir Bonne Gueule. Ah ouais. Mais toujours sans viser business. Ouais, c'était vraiment le monétiser. Mais de toute façon, je me suis dit, soit Benoît, soit c'est Bonne Gueule, soit c'est toute expérience que tu as vécue avant. Ça va savoir les acédiques, le roi Merlin, les poubelles ou le consulting, tu vois. Donc il y a un moment, fais ton choix, camarade. Ça t'a donné une bonne motivation là. Ouais, ça m'a donné une très bonne motivation. Et et là, la question de est-ce que je suis capable ou pas, elle se posait même plus. Il fallait le faire. Parfois, bon, là c'est pas ton cas, mais parfois ça suffit. Enfin, c'est presque inutile de savoir ce qu'on veut. C'est déjà très bien de savoir ce qu'on veut pas. Ouais, tout à fait. Bon, là, en l'occurrence, tu savais ce que tu voulais aussi. Je savais pas très bien ce que je voulais, mais jamais j'avais imaginé où est-ce que ça allait m'amener. Jamais. Mais par contre, je savais très bien ce que je ne voulais pas. Vraiment. Et puis donc tu connais le concept japonais de l'ikigai. Ouais. Voilà, donc c'est au carrefour de passion, potentiel économique, compétences et mission de vie. Ouais. Donc tu avais la passion. Ouais. Est-ce que tu imaginais qu'il y avait un potentiel économique là-dessus? Mais pas du tout. D'accord, donc ça c'est Geoffrey qui est là. Ouais, moi quand on a sorti l'e-book là et qu'on a vendu qu'on faisait 5 000 € par mois, mais j'en revenais pas. Mais il y a tellement de gens qui sont prêts à payer pour acheter mes écrits, mes conseils, c'est complètement dingue. Alors, on va essayer de récapituler un petit peu l'aventure Bonne Gueule. Donc, tu démarres ça en 2007, tu étais déjà à l'école. Après, tu découvres des livres pour changer de vie, ça te conforte dans cette idée. Ouais. Ton année de césure, c'était 2009 2010-2011. 2010-2011. Et donc, là, à l'époque, Bonne Gueule, ça a un bon trafic, mais ça ne génère pas de revenus. Hein. Non. Et ta rencontre avec Geoffrey, c'était janvier 2010 et on sort l'e-book en mai 2011. D'accord. Et là, boum, du jour au lendemain, ça passe de 0 à 5 000 € je crois que sur le premier week-end, on doit faire genre dans les 15 000 ou 20 000 €. Enfin, wow! Alors, pour un e-book à 27 €. Hein. Ah, mais c'est impressionnant. Ah ouais, mais pourquoi j'ai lancé un e-book et pas autre chose? Parce que je me sentais pas capable de créer une formation. Donc parce que, voilà, quand j'avais encore des blocages. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que ce monde de l'infoprenariat, c'est vrai qu'on a cité plusieurs fois ce mot, c'est un nouveau métier, mais en gros, il s'agit de créer du contenu pour aider les gens à résoudre des problèmes dans un domaine spécifique. Donc là, en l'occurrence, Benoît, avec son blog Bonne Gueule, il aidait, parce que c'est les hommes, c'est un blog de mode masculine, il aide les hommes à mieux s'habiller, tout simplement. Donc la souffrance, c'est, j'aimerais... être bien, avoir un beau look, mais je ne sais pas quels vêtements choisir, quel budget il faut mettre, comment les entretenir, tout ce genre de problèmes qui sont liés à finalement comment je peux avoir une meilleure image auprès des autres et de moi-même, tout simplement. Généralement, on monétise ce genre de blog, quand je dis blog, c'est blog et tout l'écosystème qui va avec la chaîne YouTube et tout ça, avec des produits de contenu, donc e-book, formation en ligne, et en général, les formations, c'est ce qui rapporte le mieux. C'est ce que j'ai fait en 2012, ouais.
Donc là, tu as un parcours d'infopreneur classique. C'est Benoît c'est Geoffrey qui te pousse à faire ça. Ouais. Et donc déjà, boum. Alors 15 000 € en un week-end pour quelqu'un qui vient de faire un stage d'1 an. Ouais. Qui, je sais pas, t'étais payé genre 500 € par mois. Non, un comme petit ça. peu plus, 1000. Mais moi, en fait, moi surtout, Donc tu fais l'équivalent de 15 mois de salaire en un week-end. Exactement. Et je me suis dit, mais je vais pas avoir à bosser cet été pour payer mes vacances. C'est vraiment. Tu finis les poubelles. Je me suis dit, les stages aux ascédiques. c'est trop bien. Je vais pouvoir me verser 500 € pour ma semaine de vacances avec mes potes. Sans travailler, c'est incroyable. Et à l'époque, Bonne Gueule faisait quel trafic par mois à peu près? Ah, je m'en souviens plus, mais c'était il y a 10 ans. Il faudrait que je retrouve les analytics, mais c'était pas. Je crois que sur la mailing list, on devait avoir moins de 5000 personnes, il me semble. C'est vraiment excellent hein, comme résultat pour un e-book. Parce que si tu avais 5000, ça fait 3 € par prospect à peu près. Je crois, ouais, mais on avait des prospects bien chauds. Bien qualifié. Parce que, bon, j'imagine à l'époque comme aujourd'hui, vraiment Bonne Gueule, ça se distingue par son contenu d'excellente qualité. On fait ce qu'on peut. Non, mais c'est clair. Où vraiment, on lit un article, on fait waouh, j'ai appris ça, et maintenant je sais comment combiner ces vêtements ou comment choisir ce matériel, ce matériau, à quoi ça sert, etc. Exactement. Ouais, je me souviens quand j'étais en vacances, ce qui me fascinait, c'était de voir que des gens achetaient l'e-book pendant que je faisais la fête. Et là, Tu disais, je vais au bar et je sors du bar, j'ai plus d'argent dans ma poche que. Ouais, on rentrait de soirée. Des fois, il était 7 h du matin et il y avait eu des ventes pendant la nuit. C'était complètement dingue. Moi, ça m'a. Et là, j'ai su que c'était la bonne voie. Enfin, qu'il fallait pas que je revienne, surtout pas en arrière. C'est parfois reproché aux infopreneurs de faire croire qu'on gagne de l'argent pendant qu'on dort, mais finalement, quand tu as un vrai business avec des effets de levier, ça se produit. En tout cas, c'était le cas. Hein. Je confirme, on faisait des ventes pendant. Quand on rentrait parfois même à 7h, 8h du matin, et je me dis putain, c'est incroyable, il y a des gens qui achètent ça la nuit, quoi. Et non, ça a été. Et là, pour le coup, ça a été un tel sentiment de liberté, d'accomplissement, et vraiment, je souhaite à tout le monde de connaître ça. Vraiment, son premier lancement réussi, et d'expérimenter un peu ce truc où les revenus sont décorrélés du temps. C'est un sentiment qui est extrêmement grisant que tout le monde devrait vivre une fois dans sa vie, je pense. Absolument. Ouais, le premier lancement de la formation, c'était extraordinaire aussi. Et c'est ton boulot d'apporter ça aux gens. Absolument, ouais. Et donc, tu as fait ce premier week-end à 15 000 et ensuite, tu avais à peu près 5 000 € de vente par mois avec ça. Mais PayPal qui te bloque le compte parce qu'à l'époque, PayPal ils ne comprenaient pas. Voilà. Ils sont toujours nuls, hein, t'inquiète pas. Ouais. Mais sauf qu'ils sont plus tout seuls aujourd'hui. Ouais, heureusement, ouais. Il y a de la concurrence. C'était compliqué ça aussi. PayPal à l'époque, c'était vraiment horrible. C'est des bandits. Ah ouais, mais bon, ça n'a pas très changé. Et donc, ça t'a conforté, là, tu te dis, ok, génial, je peux vraiment faire un business de ça. Ouais. Et du coup, pas besoin de trouver de boulot non seulement pour l'été, mais pour le reste. Exactement. Donc ensuite, j'ai fini mes études à Montréal. Pendant ce temps-là, oui, tu étais toujours à Montréal à ce moment-là. C'était juste avant que je parte à Montréal. Donc j'avais 1 an de battement. Et Geoffrey, donc, lui, il avait démissionné de son job. Et donc il m'a dit, Benoît, moi je me mets à plein temps sur Bonne Gueule. Grâce à l'e-book, je peux me verser un petit salaire. Je crois qu'il se versait 2000 ou 2500 €, quelque chose comme ça. Et je te prépare un tapis rouge quand tu reviendras de Montréal. Waouh. Et c'est ce qu'il a fait. Sympa de sa part. Ouais. Moi, en même temps, j'écrivais pas mal d'articles, tu vois. Mais alors c'est intéressant parce que donc c'est Geoffrey qui t'a permis de faire ça parce que beaucoup d'entrepreneurs à ce stade arrêtent leurs études et pour penser aux plus célèbres, Bill Gates, Sergey Brin, tous ces gens-là, ils faisaient leurs études à Stanford, Harvard, etc. Ils ont arrêté parce que ça marchait très bien leur boîte. Mais moi je voulais trop aller à Montréal. Tu voulais aller, en fait c'était juste pour aller pour ça. C'était plus pour ça. Je me disais j'ai trop envie d'aller 1 an à Montréal, découvrir, d'aller à HEC Montréal, je vais pouvoir voir toutes mes marques canadiennes que j'aime bien. Enfin j'avais trop envie quoi. Ah ouais, je pensais que c'était une opportunité d'une vie. J'ai bien fait. C'est une des meilleures années de toute ma vie, Montréal. Oui, moi j'aime beaucoup Montréal, j'y vais régulièrement, donc je peux comprendre. Puis c'est vraiment, les cousins, c'est vraiment la culture francophone la plus différente, à part peut-être celle d'Afrique, mais je veux dire la culture occidentale francophone, qui est à la fois proche et lointaine. Le pont avec les États-Unis. Moi je voulais pas arrêter, je voulais continuer, vraiment. Alors du coup, c'est intéressant parce que j'avais pas cette notion que tu avais Bonne Gueule qui commençait déjà à gagner de l'argent quand tu étais à HEC. Ça faisait quoi d'être un entrepreneur qui faisait 5 000 € par mois sans rien faire, entre guillemets, en tout cas sans que tu aies besoin d'être derrière la machine en permanence, tout en faisant ces études-là. Tu te sentais pas un peu comme un extraterrestre? Ouais, si, là oui, complètement. Ouais, complètement, parce que j'avais des collègues qui, eux, devaient travailler pour payer leurs études ou pour... Enfin, tu vois, qui devaient avoir un job à côté. Et moi, mon job, c'était Bonne Gueule et c'était ma passion. Là, j'avais un sentiment de liberté qui était juste extraordinaire pour le coup.
Parce qu'en plus, on n'avait pas d'équipe à gérer, donc tu vois, tu avais beaucoup moins de. Vous étiez que 2. On était que 2, donc tu n'avais pas de. C'était votre seul produit. Voilà, tu n'avais pas de réunion de comité de pilotage, pas de comité de direction, pas de reporting aux investisseurs, tu n'avais pas tout ça. Donc c'était la bonne période. C'était vraiment du pur kiff. C'était la folie, quoi. J'ai vraiment kiffé. Et vraiment, Et t'avais pas envie des fois de prendre tes camarades, de les secouer en leur disant mais regardez ce que vous pouvez faire J'ai essayé un peu d'expliquer, mais toujours ouais, mais moi j'ai pas de passion, moi j'ai ceci, j'ai cela. Et à l'époque j'avais compris qu'on peut pas faire boire à un âne qui n'a pas soif, comme on dit. Tu vois, donc et finalement la meilleure chose que je pouvais faire, c'était peut-être les inspirer en développant Bonne Gueule et qu'ils se disent si Benoît l'a fait, on peut le faire. Tu vois, donc c'est un peu ça. Mais ouais, j'avais envie Absolument. Moi, ma famille, pendant longtemps, j'ai essayé de les bouger. Il ne s'est rien passé. C'est quand ils ont vu mon succès que ça les a inspirés. Si, quand j'étais à HEC Montréal, il y a une personne qui a voulu faire pareil. Mais elle s'est lancée dans une usine à gaz, pas possible. Pareil, j'ai dit, attends, il faut que tu résolves un problème. Et bon, quand ça veut pas rentrer, ça veut pas rentrer. Et puis c'était une personne qui voulait pas se former sur le web marketing, vraiment. Ouais, c'est problématique, là. Tu vois, donc moi, en plus, je lui avais envoyé une liste d'articles en disant, tiens, lis comment faire un lancement, il y a ça, tout est gratuit, il y a des choses pas mal. Et voilà, quoi. Et fais ton truc, mais ça voulait pas. Et est-ce que tu as discuté avec certains de tes profs en e-commerce pour leur dire ce que tu faisais? Parce que quand même, c'était directement lié, là. Un petit peu, ouais. Excuse-moi, c'était quoi, en commerce en affaires électroniques. En affaires électroniques. Ouais. C'était un petit peu, mais certains comprenaient pas beaucoup. Ou certains n'étaient pas. Tu vois, la stratégie de mailing. Moi, je me souviens, on avait un cas d'étude où il fallait qu'on fasse une. Non, il y en avait deux. Il y en avait un où il fallait qu'on fasse le site internet d'une marque de maillot de bain. Donc là, j'ai appris plein de choses à mon prof sur le sujet. Et il y avait une autre étude où il fallait qu'on fasse la stratégie digitale d'une boîte de sécurité. Elle me disait, c'est parfait, il y a plein de points de souffrance sur lesquels on peut jouer et tout. Et le prof, il comprenait pas où je voulais en venir. Tu vois, il dit, mais il faut faire un guide gratuit, on va récolter les mails des gens, puis ensuite la séquence mail, on va faire comme ça, on va lancer tel produit. Ouais, donc il avait 10 ans de retard, là. Voilà, et le mec il a dit, écoutez, ça a l'air d'être une bonne idée, mais c'est un peu atypique quand même. J'avais jamais entendu ça. Donc ouais, j'avais des... Donc là, c'est intéressant parce que sur ce point spécifique, les gens étaient beaucoup plus au point à l'extérieur de l'école que dedans. Ça a peut-être changé depuis. Hein. Alors, il y avait des trucs, pour le coup, je me suis pris aussi des belles leçons d'humilité, notamment sur des... Il y avait un cours d'analyse business, je crois, où je suis arrivé en mode c'est bon, j'ai eu des livres pour changer de vie. Et là, non, boum. Voilà, les frameworks, je les connais, et en fait, pas du tout. Non, je me souviens, première note, j'ai eu un C-, quelque chose comme ça. Okay. Ah ouais, là, je me suis dit, ok, dans la vie. C- sur F, hein. Ouais. C'est de A à F, hein, les notes. Là. Ouais, je crois que c'est ça. Donc c'est pas bon, c'est en dessous de la moyenne, là. Ouais, c'était en dessous. Et là, ça me suis dit, ok. Donc j'ai appelé ma prof, j'ai dit, expliquez-moi où j'ai merdé. D'ailleurs, elle a été très cool, elle m'a vraiment pris le temps de dire, attendez, il y a eu ça. Et après, de suite, j'ai eu un B+, ou des choses comme ça. Mais ouais, pas d'excès de confiance. Intéressant. Ah ouais, c'est important d'avoir ce genre d'événement qui te ramène un peu les pieds sur terre. Ok, donc, parce que, pourquoi je t'ai demandé si tu avais envie de secouer les gens? Parce que moi, tu vois, tu avais envie de partager ta passion sur les vêtements. Moi, quand j'ai découvert tout ce monde-là et que j'ai vu à quel point il y a très peu de gens qui connaissaient tout ça, tu vois. Je me rappelle à l'époque, quand je faisais déjà 14 000 € par mois avec des livres pour changer de vie qui faisaient qui faisait peut-être 1000 visites par jour. Putain, c'est beau, hein. Ouais. Ah, c'est beau. Éric Dupin partageait, donc de Presse Citron, partageait que lui, il faisait 30 000 visites par jour et qu'il faisait 6 000 € par mois. Ouais, je me souviens, elle avait voulu être affiliée à toi, et puis son public avait dit, ouais, c'est du Ponzi. Absolument. Les mecs, ils comprennent rien. Non, ils comprennent. Ils étaient un public de geeks, et puis c'était en 2010. Ça m'a révolté pour le coup, parce que j'ai dit, mais non, du marketing de réseau, c'est pas ça, les gars. Juste, vous pensez tout savoir, mais en fait, vous savez rien. Oh, là, c'est juste. Et c'est même pas un marketing avec plusieurs niveaux, c'était juste un affilié qui promeuvait. C'était un lancement de produit avec quelqu'un qui promeut, quoi. Et ça, ouais. Qui touche une commission d'affilié. Mais ça montre aussi l'ignorance un peu des. Et ça, c'est un truc qui me trigger, c'est que les gens qui se croient plus intelligents et qui sont. C'est l'effet Dunning-Kruger, un truc comme ça, là, ou parce que tu connais rien, tu te rends pas compte à quel point tu connais rien et à quel point ton ignorance fait problème. Alors que ces mecs, ils pensaient que tout savoir, ce que c'était que du truc de Ponzi là, ou du marketing de multilevel, mais ils savaient rien, c'était pas du tout ça. Éric Dupin, il avait un trafic 30 fois supérieur à moi et un chiffre d'affaires de moitié inférieur. Mais oui. Et donc, tu vois, j'avais vraiment envie de secouer tout le monde et c'est ça aussi qui m'a donné l'idée de créer Blogueur Pro. Mais donc toi, tu as ressenti ça, mais finalement, c'était pas la même passion non plus. Je pense que j'avais pas autant le feu sacré que toi pour que les gens changent de vie. Et j'avais ce côté,
Ouais, et puis j'avais ce côté, les gens, s'ils ont envie de savoir, ils me demandent et je leur explique, tu vois. Mais ça se passe pas comme ça. Moi, j'étais tellement persuadé que j'étais tombé sur un truc incroyable que je disais aux gens, et c'était un peu arrogant, hein, mais avec le recul, c'était vrai. Je leur disais, il y aura une différence énorme dans votre succès de business dans 5 ans si vous m'écoutez versus si vous m'écoutez pas. Mais c'est quoi? J'en suis la preuve. J'en suis la preuve, bien sûr. Oui, bien sûr. Quand tu dis ça, les gens te prennent pour un prétentieux, ce que je peux comprendre. Après, il y a beaucoup de gens qui disent ça et c'est pas vrai, tu vois. Mais vraiment, je suis encore déçu. Tu vois, parce que je pense là dans ma tête à certaines personnes que j'ai pas réussi à convaincre et qui auraient fait des choses magnifiques. Mais toi, je pense qu'il faut que tu infiltres le système pour promouvoir un peu ton amour de l'entrepreneuriat. C'est ce que je fais au final. Voilà. Tu vois, ça fait des années avec le livre et tout ça. Voilà, et ça commence à se démocratiser tout ça. Comme tu dis aujourd'hui, le développement personnel. Je sais pas, dans des commissions sur entrepreneuriat, sur des trucs comme ça, mais il faut que je pense que toi, c'est vraiment ton truc. Enfin, ta mission de vie, c'est que les gens changent de vie. Donc, moi, je trouve ça super cool en tout cas. Bon, et donc là, tu termines HEC. Tu as toujours Bonne Gueule qui fait 5 000 € par mois. Je fais un road trip aux États-Unis avec Geoffrey en mai et en juin, je reviens et juin, c'est Bonne Gueule à plein temps. Et on prend nos bureaux en novembre 2012. Et là, vous décidez de sortir une formation. Ouais, une formation qu'on vendait 200 €, qui a bien marché. Et dès qu'on avait besoin d'un peu de trésorerie, on refaisait un petit lancement. C'est ça qui pratique avec les infoproduits. Absolument. Quand tu as besoin d'un peu de cash, tu refais un petit lancement. Un petit lancement, un petit webinar. C'est pour ça que dans notre secteur, on voit beaucoup moins des levées de fonds. Ouais. J'étais surpris quand on en a fait une, on va peut-être en reparler après. Ouais. Mais voilà, c'est vrai qu'on peut presque imprimer de l'argent. Alors ça peut paraître, c'est un peu exagéré, mais c'est vrai. Il y a cette notion que tu peux vraiment. Ça demande un peu d'effort quand même, mais ouais. Tu as besoin de quelque chose, d'un peu d'argent, tu fais une opération. Tu fais une opération et voilà. En plus, c'est des business à forte marge, donc. Tu te mets bien. Ouais, c'est vraiment pas mal. Finalement, il s'est écoulé combien de temps entre le moment où tu as créé le blog et le moment où tu as commencé à gagner un salaire complet à partir de des années? 4-5 ans, je dirais. Et parce que tu avais tes études à côté. J'avais mes études à côté, ouais. Et avec le recul, si tu t'étais mis sur ton blog à fond, peut-être pas tout de suite, mais peut-être au bout de 2-3 ans, tu crois pas que tu aurais eu les études, c'est cool. Moi, j'ai vraiment kiffé tous mes potes et tout. On faisait des soirées. Mais tu crois pas qu'il y a eu... Ok, non, mais c'était cool d'un point de vue humain, mais tu crois pas qu'il y a eu un coup d'opportunité d'un point de vue purement business? Alors, on pourrait le voir comme ça, et je me dis, il y avait aussi un très beau coup de joie et de bonheur à faire toutes ces études-là aussi. Non, absolument. Mais oui, effectivement, on pourrait se dire que j'ai perdu 3-4 années, mais franchement, c'était des belles expériences, donc j'ai pas de regrets, vraiment. Ouais. Ok. Non, mais puis, finalement, c'est intéressant, parce que là, tu dis, finalement, j'ai aussi continué les études parce que c'était un choix lifestyle. Parce que j'avais une meilleure qualité de vie, je voulais explorer Montréal. En plus, un an à Montréal. En plus, là-bas, le dollar canadien était très faible, donc avec 1 000 €. Ça n'a pas changé. Hein. T'étais le roi du pétrole. Ouais. Donc non, et justement, c'est grâce à mes études que j'ai pu avoir cette opportunité-là. Enfin, j'aurais pu l'avoir avec Bonne Gueule, tu vas me dire, mais bon, quand même, c'était cool, quoi. Et bon, là, du coup, tu n'as plus jamais été salarié depuis. Non. Est-ce que tu te verrais redevenir employé? J'y réfléchis de temps en temps, je me pose la question. Je pense que oui, à condition qu'il faudrait qu'il y ait un projet avec beaucoup de sens et d'impact. Vraiment, il faudrait que Par exemple, travailler pour Elon Musk et aider l'humanité à aller sur Mars, ça serait intéressant? Peut-être pas à ce point-là, mais... Il te faut une mission. Ouais, vraiment, il faudrait un truc... intéressant. Ouais, vraiment quelqu'un qui... Je pense que je pourrais travailler pour un mec comme toi, par exemple. Ah oui. Qui a vraiment cette mission... Pour qui sa mission de vie, c'est d'aider les gens à changer de vie. Ça me dire que je contribue à ça, je pourrais, je pense. Alors, tu voudrais quoi comme position? Genre numéro 2? Je te fais ta stratégie de contenu, je te fais ton branding, ton marketing, je développe l'univers de marque Olivier Roland, je peux faire tout ça. Intéressant, bon, on en parle après. Avec évidemment certaines conditions, tu vois. Bien sûr, donc voilà, qu'est-ce que ce serait? Parce que j'imagine, voilà, tu demanderais une certaine autonomie, tu me dis si je me trompe. Hein. Ouais, une autonomie, d'être associé. Ouais, d'accord, ah oui, donc tu serais pas un salarié vraiment. Ouais, vraiment d'avoir un bon départ salaire. dans la boîte, ouais, ok. Ouais, mais ouais. Oui, ça, donc voilà. Disons que si tu renonces à être entrepreneur, c'est contre un prix quand même. Parce que tu renonces à quelque chose d'important. Par contre, être salarié, diviser mon salaire par 3 et avoir rien, ça serait à la limite pour de l'associatif, pourquoi pas. Mais sinon. Oui, non, d'accord. Mais là, c'est intéressant parce que le deuxième truc, c'est oui, il faut être partenaire, donc tu es entrepreneur du coup. C'est vrai. Tu peux, si tu as 5% de la boîte, est-ce que tu es entrepreneur? Ça se discute. J'ai une espèce de variable sur le chiffre d'affaires où je me dis, entre guillemets, j'ai pas de limite sur ma rémunération. Tu vois, ou sur j'aurais pas envie d'avoir une rémunération qui soit capée à tout jamais. Mais donc tu serais un intrapreneur finalement. Peut-être un intrapreneur, ouais. Alors est-ce que tu pourrais redevenir employé normal avec un salaire qui n'est pas indexé sur le chiffre d'affaires?
Ça y ferait des bonnes conditions. Il faudrait vraiment. Mais pour le challenge, je serais que de le faire, tu vois. Ah bon? Me dire qu'est-ce que je pourrais apporter dans une boîte. Tu serais motivé, tu penses? Pour le challenge, peut-être que je me dirais finalement c'est tellement pas pour moi en fait et ça serait cool aussi. Ça serait un bel enseignement. Et je ferais un gros article de 10 000 mots. D'entrepreneur, je suis redevenu salarié, voici ce que j'ai appris. Mais c'est marrant parce que finalement, on ressent toujours un petit peu cette ingénuité. Tu te dis, voilà, pourquoi pas, quoi. Ouais, de savoir toute l'expérience. Même si on sent quand même que là, il y a une petite résistance quand même. Ouais, mais c'est un de nos coachs et investisseurs qui nous a dit, je sais plus, on parlait d'une vie après bonne gueule, tu vois. Et il dit, par contre, le problème, c'est que si vous voulez travailler pour quelqu'un d'autre, vous aurez envie que ça soit un peu chez vous quand même. Sous-entendu, qu'on soit associé. Ouais, mais ouais, je pense que par challenge, tu vois, toute l'expérience que j'ai appris pour bonne gueule, je serais curieux aussi de voir comment après nourrir d'autres entreprises. Voilà. Mais donc tu pourrais être prestataire pour ça, être consultant. Tu reviendras à tes premiers amours de consultant. Le consulting, ça va un peu trop. Ouais, mais là, tu peux faire ton consulting à toi. Ouais. Celui que tu vas amener avec tes propres mots. Il faudrait que je batte un peu mon syndrome de l'imposteur, mais ouais, un petit peu. Ouais. Tu penses que passer une entreprise de 0 à 10 millions, 12 avec la TVA, c'est quand même un bel accomplissement, non? Ouais, et tu as toujours le camarade qui a fait plus que toi ou qui est dans l'interview, qui dit des choses plus pertinentes, plus intelligentes. Effectivement, ouais, donc c'est oui et oui. Mais après, ce camarade, il n'est pas disponible pour tout le monde. C'est vrai. Il n'y a pas envie non plus de... C'est vrai, il y a aussi le syndrome de l'imposteur, ça peut être aussi une force, tu vois, ça t'oblige vraiment toujours à être dans une posture d'humilité, en disant, ben voilà, attends, je ne connais rien, donc je dois apprendre, à toujours être hyper ouvert, à toujours te dire, attends, mais ok, ça peut-être que je l'ai entendu plein de fois, mais je vais quand même le réécouter ce truc, tu vois, et pas dire non. Ça, c'est tellement intéressant, parce que beaucoup de gens font le reproche justement aux infopreneurs, mais vous dites toujours la même chose, bah oui, mais tu as appliqué quoi dans ce qu'on a dit? Exactement. Et peu de gens se posent la question en fait. Exactement. Moi, encore une fois, encore aujourd'hui, je continue à lire des articles sur comment faire une stratégie de mailing, etc. Souvent, j'apprends rien de nouveau, mais c'est important de le faire. Tu vois, et donc c'est un peu aussi, ça peut être aussi une force, le syndrome de l'imposteur. Et pour moi, il ne faut pas complètement s'en débarrasser. Pour garder cette espèce d'humilité, cette posture un peu de débutant, où on se dit, je continue à apprendre, je continue à me remettre en question tout le temps, et je continue à remettre en question tout ce que je sais. Et bon, finalement, tu as eu un parcours qui était assez doux dans la transition. Ouais. Je veux dire, tu n'as pas arrêté l'école tôt, tu n'as pas, t'as pas vraiment brûlé tes navires d'air. Je suis un mauvais rebelle intelligent, moi. Ouais, non, pas du tout. Moi, tu vois, je dis toujours que je fais partie de l'EFA. C'est vrai que bon, j'ai arrêté l'école à 19 ans, mais qu'est-ce qui m'a convaincu de faire ça? C'est que j'avais testé sur le terrain mon idée et que j'avais gagné de l'argent. Ouais. Je savais que c'était viable. Ouais. Tu vois, même si mon test n'était pas parfait. Et j'ai jamais brûlé vraiment mes navires d'air. Moi, je les ai pas brûlés, j'ai même kiffé la croisière, tu vois. Ça, c'est pas mal comme. Ouais, non, je les ai pas brûlés. Et du coup, j'imagine que tes parents ont jamais été trop durs à gérer à ce niveau-là parce que tu faisais tout de manière raisonnable. Oui, au début, ils comprenaient pas vraiment ce que je faisais. Et puis, je crois qu'ils ont compris que leur job de parents, c'était aussi que quand leurs enfants sont adultes, ont envie de faire des choses, et ben il faut les encourager, quoi. Donc, mais oui, clairement, ils comprenaient pas trop au début, je pense, ce que c'était que cette activité, que de vendre des PDF, que d'être à plein temps sur un blog. Moi, tous les 6 mois, je devais réexpliquer à ma mère ce que je faisais. Voilà, ma mère aussi un petit peu, mais c'est normal. Il y a un problème c'est juste une génération. Ouais, mais je crois que mes parents, ils ont eu vraiment l'intelligence de se rendre compte que j'avais besoin de plus de soutien que de dire attention, tu vas pas y arriver. Et donc tout à l'heure, tu as laissé entendre que tes parents sont issus d'un milieu modeste parce que 1 000 € par an, c'était déjà beaucoup pour eux, pour ton école. Ouais, on n'allait pas souvent au restaurant, tu vois, quand on est avec mes parents, je suis jamais allé au ski parce qu'ils nous ont toujours dit que, c'est la classe moyenne qui est trop riche pour avoir des bourses, mais entre guillemets trop pauvre, je mets beaucoup de guillemets, pour partir au ski, quoi, tu vois. Et moi non plus, je suis jamais allé au ski. Donc, tu vois, on vient d'un milieu identique apparemment. Ouais, la classe moyenne qui a un peu les inconvénients de chaque côté, on va dire. Ouais, moi j'irais classe moyenne inférieure. Ouais, je dirais pas que j'avais quand même un père qui était fonctionnaire, qui était, je pense, relativement bien payé. Donc, je dirais pas que je suis vraiment pas le plus à plaindre, mais ouais, je viens d'un milieu parce que j'ai rencontré des entrepreneurs où leurs parents étaient entrepreneurs, qui avaient c'est quand même, en termes de mindset, c'est pas pareil, mine de rien. Tu aperçois vraiment qu'ils ont des réflexes, qu'ils ont une manière de voir le monde, qui sont beaucoup plus bullish. Le mot en français, ça serait beaucoup plus agressif, fonceur, voilà. Ouais. Que moi qui a toujours peur de attention au risque, etc.
Non, mais c'est intéressant ce rapport au risque parce que souvent il y a ce cliché finalement que les entrepreneurs à succès, c'est des gens qui prennent forcément des risques démentiels. Ouais, tout à fait. Alors que pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, la plupart des entrepreneurs que je connais ne sont pas dans cette catégorie-là. Bah Ils non. prennent des risques, mais des risques mesurés. Exactement. Avec des plans B, C, D, E, F, G, H Exactement. au cas où le plan A marche pas. Et ils font des transitions, ils font des tests sur le terrain en mode lean startup. Exactement. Mais le truc, c'est quand même, il y a des entrepreneurs très médiatisés qui font des all-in comme Elon Musk. Absolument. Effectivement, du coup, il y a cette espèce de croyance. Mais non, il y a mon pote Baptiste, là, dont je te parlais, qui a revendu sa première boîte d'import-export de matériel électronique. Lui, ça a été vraiment une approche, entre guillemets, petit malin. Mais moi, c'est pas péjoratif, c'est vraiment un mec très smart, très débrouillard, qui voit des optimisations partout, qui a vraiment eu des risques ultra mesurés, enfin, tu vois, qui a bien géré ses achats, ses stocks, etc. Et ouais, on peut entreprendre sans forcément se hypothéquer sa maison. Absolument. Et surtout avec le modèle d'infoprenariat. Oui, alors là, donc tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, effectivement, parce que ça a besoin de peu d'investissement. Exactement. Même si aujourd'hui, avec la pub Facebook, ça dépend, mais bon, le trafic organique, ça se bâtit, c'est lent, mais c'est. Mais c'est pas comme si tu dois créer un restaurant ou. Absolument. Ouais. Voilà. Et puis les marges, comme tu disais, sont juste énormes. Oui, tout à fait. C'est probablement un des secteurs avec les plus grandes marges. Voilà, avec le trafic de drogue. J'aime bien la comparaison, ouais. C'est sûr que voilà, on n'est pas en train de bâtir une centrale nucléaire qui va coûter des milliards avant même de produire quoi que ce soit. Il va falloir amortir sur 10 ans. 10 ans, t'es gentil. Sur 30 ans. Ouais. Bon, on a déjà parlé rapidement, mais pour résumer, est-ce que tu penses que tu as des croyances différentes de la majorité? Ouais, je pense qu'effectivement, je dirais pas que rien n'est impossible, mais je pense que les gens ne se rendent pas compte jusqu'où ils peuvent aller avec une volonté d'apprendre et avec une volonté de tester des choses. Tu vois, je pense que il y a vraiment cette croyance que l'apprentissage... Que c'est possible. Avec de l'auto-apprentissage, c'est possible. Avec de la passion, c'est possible. Et que toutes ces choses-là peuvent se créer, peuvent s'entretenir. Vraiment. Donc ça, c'est une première croyance. Est-ce que tu as d'autres choses dont on a déjà parlé, hein, mais... Ouais, je pense que les gens vraiment sous-estiment beaucoup de quoi ils sont capables aussi. Vraiment. Okay. En termes de... C'est clair. Mais moi, je m'en suis rendu compte à force de tester des trucs. De me rendre compte qu'en fait, je pouvais faire des choses qui me paraissaient hallucinantes. Exactement. Et en fait, après, ça renverse complètement la perspective. C'est que tu as l'impression que c'est normal. Ouais. Et les gens trouvent ça hallucinant, mais toi, tu te dis, mais c'est pas si grave que ça. Enfin, c'est pas si. On peut le faire. Ouais, exactement. Ah ouais. Vraiment. Donc, il y a ça, et sur le fait que sur le fait que et je pense qu'ils surestiment beaucoup les peurs et les conséquences de ce qui peut arriver s'ils se plantent aussi. Et moi, le premier, hein, je me mets dedans. Donc il y a ça, enfin tu vois, il y a... Surestimer la peur. Surestimer la peur et sous-estimer toute la sensation de liberté que ça va apporter, vraiment. Donc et cette motivation-là, elle peut se créer, elle peut s'entretenir, elle peut s'augmenter, mais ça demande de la volonté. Et là aussi, les gens sous-estiment à quel point ils peuvent faire preuve de volonté quand il faut. Bon, puis tu as parlé aussi lire, apprendre tout au long de sa vie. Exactement. C'est hyper important ça. Moi, ça permet vraiment d'entretenir un mindset, tu vois. Même si tu vas écouter une interview d'un entrepreneur, et à la fin de l'interview, tu vas pas retenir grand-chose. Mais ça entretient un mindset, tu vois. Et puis après, ça va faire des connexions avec une autre interview que tu vas avoir, etc. Et c'est là où le réseau d'idées va se construire dans ta tête. En plus de ces croyances différentes, est-ce que tu as des actions que tu fais différemment que les autres? Ouais, alors moi, il y a un truc que j'aime beaucoup faire, c'est ce que j'appelle le soft learning. C'est-à-dire que quand je dois apprendre un truc, une vidéo le matin en me lavant les dents sur le sujet YouTube, ou pendant que je m'habille, tu vois, je mets mon téléphone et je mets en haut-parleur, une vidéo le soir avant de se coucher. Sur le même sujet. Sur le même sujet. Ah oui. Donc, tu vois... Tranquille, pas de pression. Tu fais 15 minutes le matin, 10-15 minutes le matin, 10-15 minutes le soir. C'est franchement... Tu vois, le soir, parfois, pendant que je cuisine ou pendant que je mets ma vidéo, je vais me laver les dents, je prépare ma tenue pour demain, je fais un peu de rangement. Et quand tu fais ça sur des mois et des années... Enfin, quand tu fais 30 minutes sur un sujet et que tu le fais sur un mois complet, ça fait... je laisse calculer le nombre de minutes que ça fait sur le... 30 minutes par jour fois 100, fois 10, ça fait 300, fois 100, ça fait 3000, 9000 minutes, allez, on va dire, je sais pas, 11 000 par an. Ouais. Ça fait combien d'heures, ça? Ça fait beaucoup. D'accord, et c'est énorme. Ouais, et en fait... Et est-ce que tu te donnes des sujets consciemment ou c'est un peu... C'est un peu au gré des envies. Donc, moi, j'aime beaucoup la musculation et c'est comme ça que j'ai appris, tu vois. C'est comme ça que j'ai appris. Tu vois, souvent, c'est des vidéos qui durent moins de 10 minutes. Ou même sur le chemin pour aller faire les courses, parce que j'écoute des podcasts. J'ai YouTube Premium, et avec YouTube Premium, tu peux écouter. Tu peux télécharger les vidéos, donc tu peux les voir dans le métro et tu peux écouter en mettant l'écran en veille. Très bon investissement YouTube Premium,
Vraiment, ça, pour le coup, ça a été, je le conseille à tout le monde. Et voilà, quand tu fais ça, en fait, tu te rends compte que sur une semaine, sur des mois, que tu as écouté facilement mais des dizaines d'heures sur le sujet. Et que tu commences à avoir une connaissance assez très très correcte du sujet. Donc j'ai fait ça pour la musculation, j'ai fait ça aussi pour l'entrepreneuriat, pour le marketing, pour plein de sujets, tu vois. Donc là, j'ai une passion en ce moment un peu particulière sur les sacs à dos, tu vois. Ah oui? Ouais, je kiffe les sacs à dos. Et pareil, maintenant, j'ai des copains qui me demandent conseil. Benoît, sur les sacs à dos, qu'est-ce que tu me conseilles? Alors que je ne suis pas randonneur, mais c'est juste que c'est un sujet que j'apprécie tellement que j'ai commencé à accumuler pas mal de connaissances. Donc vraiment, ça, je pense que c'est une manière d'apprendre qui est très soft, qui se fait vraiment au quotidien, sans forcer. C'est vraiment un truc, il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Voilà, puis après, comme je t'ai dit, je ne fais pas de miracle morning, je ne fais pas de douche froide, je ne fais pas de méditation, je ne fais pas tout ça. Donc c'est vraiment, je pense, que l'habitude qui me... Ah, tu médites pas? Non. Ah, c'est rare ça chez les entrepreneurs. Ouais, je devrais. Donc non, alors ensuite, je pense que j'ai des habitudes relativement normales, on va dire. Et comme j'ai la bonne ou la mauvaise habitude de travailler le soir aussi depuis peu. Donc, jusqu'à quelle heure? Ça dépend, 20h, 21h, 22h. T'as pas d'enfant, on va préciser. Voilà, 23h, donc ouais. Donc je travaille, j'ai des bonnes journées aussi. Mais ouais. Et puis ensuite, encore une fois, tout ce qui est podcast, tout ce qui est Instapaper, Pocket, enfin toutes ces applications qui te permettent d'enregistrer les articles qui te plaisent, à les lire plus tard. Enfin, mais ça, chez les entrepreneurs, c'est les grands classiques, tout ça. Oui, les petits hacks de productivité qui te font. Ouais, même si je pense qu'en productivité, je pourrais beaucoup m'améliorer. J'avais beaucoup aimé ton article sur GTD, là, le système de David Allen. C'est une usine à gaz, hein. Getting Things Done. Exactement. Je connais personne qui l'applique complètement. Il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Thiago Forte, je ne sais pas si tu connais. Non. Ce mec est un putain de génie sur la productivité. C'est le mec à suivre sur la productivité. Comment tu dis? Thiago, Tiago Forte, Forte. Et le nom de son livre, tu te rappelles? Il n'a pas fait de livre. Mais c'est une formation. Et ça va te plaire parce qu'il a ce côté très... il a mis la productivité, mais pas seulement comme un truc qui sert à être plus efficace. C'est ça que je trouve génial. Il lui donne beaucoup de sens, il y a un vrai côté un peu philosophique. J'adore ce mec. Vraiment. Donc ouais, en termes d'habitude, j'ai pas, à part le soft learning, à part le sport. Qui est très intéressant, tu es le premier qui me partage ça. Mais personne ne le fait, alors que c'est vraiment... Moi, j'ai appris plein de sujets facilement comme ça, quoi. Vraiment, c'est une vidéo en te lavant les dents. Ou podcast, enfin... Mais il faut que ce soit assez court, moins de 15 minutes. Tu vois, il faut que tu puisses faire ça en... Tu peux pas regarder une vidéo en 2 fois? Tu peux le faire en 2 fois si tu veux, mais tu fais ça chaque jour, le matin et le soir, parfois le midi, sur ta pause... Pendant une semaine, et puis... Sur ta pause déjeuner. Et sur 3 mois, mais tu vas voir que tu vas avoir... Tu n'as pas l'impression de bosser parce que c'est vraiment... Mais non, c'est vraiment déjà rien. Le matin, il faut te réveiller un petit peu. C'est le grand truc de, comment il s'appelle, cet auteur, là, MJ DiMarco, qui a écrit Millionnaire Fastlane. Lui, il a ce côté, l'université, il appelle ça l'université permanente. Où dès que tu fais la queue, tu te lis un article. Absolument. Moi, je pratique mon portugais, je lis des bouquins sur mon Kindle. Voilà. Non, sur mon téléphone, je veux dire. Voilà, tu ouvres un article que tu as enregistré sur Pocket, tu regardes une vidéo YouTube que tu as enregistrée, tout ça. Donc, toi, ça fait quand même déjà des choses... ok. Ouais, non, mais rien que ça, parce que je veux dire, le temps que les gens perdent dans les temps masqués comme ça, je vois dans les aéroports, les gens, ils font rien, quoi. Ils regardent le plafond, enfin, quel intérêt? Et moi, du coup, c'est un peu... Parce que mes copains me disent, t'es tout le temps sur ton téléphone. Et c'est vrai que j'essaie maintenant d'apprendre à... Dès que j'ai le moment, à ne pas me jeter sur mon téléphone et à essayer d'apprécier l'instant présent, de pas avoir cette angoisse en disant... trouver l'équilibre. Voilà, toujours trouver l'équilibre, de pas me dire, ah je pourrais apprendre un truc et là je le fais pas, c'est du temps perdu, etc. Non, d'apprendre à apprécier ça et de vraiment apprécier ça. Mais ouais, c'est un truc hyper important pour moi, le fait d'apprendre. Ensuite, il faut choisir ses combats. Et là, pour des gens qui sont très curieux comme nous, ça peut un peu partir dans tous les sens. Tu vois, donc, est-ce que la priorité cette année, tu vas prendre des choses sur l'investissement? Est-ce que tu vas prendre des choses sur la méditation? Est-ce que tu vas prendre des choses sur des trucs un peu plus exotiques? Tu vois, et là, pour le coup, c'est important de choisir, quoi. Voilà. J'ai cette habitude-là qui, moi, m'a amené beaucoup où je suis, je pense. Et à quoi ça ressemble la journée typique de Benoît aujourd'hui? Pas mal de réunions. D'accord. Pas mal de... Parce que donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas expliqué toute la transition, mais tu es passé de cette vente d'e-book qui était ton produit unique, après tu as fait de la formation, mais tu as fait un pivot que très peu d'entrepreneurs ont fait, c'est-à-dire que tu t'es mis à vendre du produit phique. Du hard goods, comme on dit, ou du soft goods. Ouais, donc vraiment là, en l'occurrence, c'était un peu logique quand même dans ton domaine, mais beaucoup l'auraient pas fait. Hein. Donc de vendre des vêtements. Il y a plein d'entrepreneurs qui, pareil, croyances, qui pensent qu'ils peuvent pas le faire, mais ils peuvent le faire. Il y a plein de trucs. Et puis il y en a aussi, je pense qu'il y en a beaucoup qui savent qu'ils peuvent le faire, mais ils se disent c'est trop d'emmerde. Exactement. Et tu es d'accord avec ça?
Ça dépend. Ça faire beaucoup de réunions. Non, en vrai, ça dépend. Enfin, ça dépend entre guillemets la puissance de l'ambition que tu as derrière. Effectivement, si toi tu veux absolument pas d'emmerde, oui, il faut pas le faire. Par contre, si tu estimes que c'est pour entre guillemets un petit sacrifice, mais pour quelque chose de plus grand, il faut le faire. Mais je suis convaincu que la plupart des élèves, ils peuvent faire du produit physique. Convaincu. Ou des collaborations, des trucs comme ça. Et toi le premier. Mais oui, d'ailleurs, je t'avais dit que j'avais une idée de collab avec Bonne Gueule, mais on en parlera après. Ok. Mais ouais, donc voilà. Et donc aujourd'hui, non seulement vous vendez des vêtements sur votre blog, mais voilà, vous avez été carrément au-delà. Vous avez des boutiques, comme tu l'as dit au tout début de cette interview. Ouais. Et je vous donne toujours comme exemple de ce qu'on peut faire avec du contenu et de montrer à quel point c'est vraiment connecté à des business tradis entre guillemets, parce que vraiment ça vous distingue immédiatement de Zara, de H&M et de toutes les boutiques comme ça, parce que quand on va chez Bonne Gueule, on va pas chez H&M, on va voir des gens qui nous conseillent tous les jours ou presque. Enfin, on va sur Bonne Gueule et on n'est pas en connexion avec des vendeurs, on est en connexion avec des conseillers, des amis presque, qui vont vraiment nous aider à mieux s'habiller. Et on sent cette authenticité et la valeur du contenu parce qu'on peut le voir. Ouais. Et on sait que chaque vêtement qui est dans la boutique, il a droit à son propre article sur le blog avec comment on a eu l'idée de le faire, avec qui on s'est associé pour le faire, d'où vient le tissu, d'où vient le tissu, comment on fait pour le porter, comment on fait pour le mixer, comment on fait pour l'entretenir. Enfin, c'est incroyable la valeur. Et pourtant, à la base, c'est un article, quoi. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire, c'est quand même pas incroyablement difficile à faire, quoi. Mais il y a la plupart des boutiques, des marques de fringues ne font pas mais ça fait, je te dis, on a lancé notre ligne de vêtements en 2014. Du coup, ça fait, ça va faire 7 ans. Et je parle de ça en marque et Ils comprennent pas. C'est comme ton prof de marketing à HEC. Alors, il y en a qui, pour le coup, qui ont très bien compris ce qu'on faisait, qui ont bien appliqué la recette. Mais ça reste des micro-marques. Mais les grosses marques, c'est vraiment… Trop d'inertie, trop de résistance culturelle. Tu te heurtes au mammouth. Tant mieux pour vous. Pas beau. Ouais, tu vois, et je me dis, bon, tant mieux pour nous. Et peut-être qu'un jour, à force de nous voir le faire, peut-être qu'un jour, elles vont se rendre compte qu'il faut le faire. Ouais. Moi, j'y crois beaucoup à ça. Et je pense qu'avec Bonne Gueule, honnêtement, avant, j'osais pas le dire, mais je pense qu'honnêtement, en France, en tout cas, on a inventé de nouvelles manières de parler du vêtement. Ça, c'est clair. Qui a été pas mal reprise après. Alors, pour revenir à la journée typique, donc déjà, tu te réveilles. Tu mets un réveil ou tu te lèves quand tu veux ? Souvent, je mets pas de réveil. Ouais. Alors moi, il faut savoir que j'habite à 300 mètres de mes bureaux. C'est aussi l'avantage Donc, je fais au bureau entre 9h et 10h. Pas d'heure précise ? Pas d'heure précise, parfois. Mais demain, j'ai une réunion à 9h30, tu vois. Donc, ça dépend des contraintes. Ouais. Après, tes employés peuvent faire pareil ou ils ont… Remarque, les boutiques, non, elles ouvrent à une heure précise. Ouais, alors les employés… les horaires des gens, franchement… j'ai jamais imposé d'horaire et les gens ils viennent à 9h, 10h. Parfois il y en a qui viennent plus tôt que moi. Enfin, il y a pas de souci là-dessus. Il faut, Bon, déjà, tu es quand même plutôt libre et flexible le matin. Voilà. Ensuite, le midi, soit j'ai un déjeuner avec toi, soit c'est sport. Voilà. Tu fais du sport le midi ? Ouais, j'essaie d'en faire. Donc, tu prends un sandwich vite fait ? Pas un sandwich. Une salade. Il y a un truc qui s'appelle Frischti à Paris qui est très cool où tu peux manger assez fit. D'accord. Je mange. Et par la force des choses, sans m'en apercevoir, je me suis rendu compte que je mangeais pas mal qualité en fait, beaucoup d'aliments un peu transformés, beaucoup de légumes, tout ça. J'essaie de faire du sport tous les jours. En ce moment, j'arrive pas trop, mais soit un peu de course à pied, soit un peu de musculation. Mais souvent, alors, le matin, j'essaie, ça fait quasiment 10 ans que j'essaie de me tenir à ce truc de ne pas faire les mails le matin. Mais c'est difficile, parfois il y a toujours des petites urgences. Donc j'essaie de faire souvent, j'ai toujours un article à écrire, du contenu à faire. Tu as fait encore des articles pour le blog ? Oui, alors que je devrais moins le faire pour le coup. Ça, c'est un goût d'étranglement. Et t'aimes ça ? Ouais, enfin là, je commence à être un peu fatigué, notamment pour les lancements de produits. Parce que je te disais, moi, ça fait 7 ans que je n'ai pas écrit de vrais articles. Tu as deux extrêmes du coup là. Ouais. Les gens ils verront. Je me suis consacré à mon livre aussi. Hein. Ouais, ton livre, attends, ça a été. Ouais, c'était intense. Hein. Ça a été c'est un annuaire le truc. Hein. Ah oui, c'est ça. La Bible, les gens l'appellent. Ouais, que je conseille à tout le monde. Il y en a qui s'en servent pour faire la muscu le matin. Donc du coup, il y a pas mal de réunions. J'essaie le matin de faire du travail un peu plus créatif. Puis ensuite, l'après-midi, toujours des petites réunions, des mails, des choses comme ça, ou des rendez-vous. Et le soir, c'est très variable. Je peux sortir à 18h comme très tard. Donc c'est très très variable. Ça dépend, mais en général… là, j'essaie de partir du bureau avant 19h30 parce que justement, les derniers mois où j'ai
Tu travailles trop? Ouais, j'ai envie Vous êtes en pleine croissance. Ouais, j'ai envie de retrouver, d'avoir des horaires où je... En plus, les confinements, je les ai vécus au bureau, où là, j'ai eu beaucoup de volume horaire, tu vois. Je partais quand les gens applaudissaient aux fenêtres. Je me disais, ah tiens, il faut peut-être que je commence à rentrer chez moi. C'était à 20h ça. Ouais, à 20h. Donc ouais, j'essaie de partir maintenant avant 19h30. Tu travailles le week-end? Un peu. C'est vrai? Ouais, un petit peu, ouais. Tu prends des vacances? Un peu. Ouais. Oui, j'essaie toujours de faire des petits week-ends de 3 jours par-ci par-là avec mes potes. Mais des vraies vacances, je veux dire, genre partir 15 jours. Ouais, là je pars au Pays Basque en août. Ok. Ouais. Mais effectivement, avec le recul, ça a été un point avec ma coach justement, et qui nous a fait la même remarque pour Geoffrey, on ne part pas assez en vacances. Il y a quand même un côté, il y a presque un côté un peu... Il y a l'ego qui dit, ouais, moi je suis un ouf, je prends très peu de vacances, je suis une machine et tout. Ah ouais. C'est pas bon ça. Et en plus, je veux dire, tu pourrais peut-être au moins voyager tout en continuant à travailler un petit peu. Parce que tu peux faire quand même pas mal de choses à distance maintenant. Alors, un peu, mais c'est vrai que j'aime bien être sur place pour recevoir les prototypes. D'accord. Je kiffe, tu vois, dès qu'il y a un prototype qui arrive, voir les tissus et tout. Et ça, c'est régulièrement? Ouais, bah, c'est tout au long de l'année. Mais ouais, effectivement, pour le coup, le Covid, je me suis dit, j'aimerais bien profiter un peu plus de cette liberté, de travailler un peu, de faire une semaine par-ci avec d'autres potes, un peu Même tes prototypes, tu peux les recevoir. C'est vrai, ouais. Ben Genre, si tu prends une villa, je dis n'importe quoi, en Espagne. Mon chef produit, il n'habite pas à Paris et lui, il reçoit les prototypes chez lui, puis ensuite, il vient quelques jours à Paris par semaine, il les ramène et tout. Mais ouais, j'aimerais bien profiter un peu plus de cette liberté. Puis avec FedEx, tu reçois tout en 48 heures dans le monde. Exactement. Ouais, j'aimerais bien, je sais pas, moi, Tokyo me manque beaucoup, donc j'aimerais bien essayer pourquoi pas, passer 2-3 Tokyo, t'as exploré? Ah ouais, mais pour la mode, c'est juste la meilleure ville au monde. C'est une ville qui me fascine, vraiment. J'ai adoré le Japon aussi. Ouais, c'est des fous. Sur les sapes, c'est des fous, et pas que sur les sapes. Et ouais, donc fou sur plein de trucs, ouais. Donc effectivement, là j'aimerais bien prendre plus de vacances parce que ça me fait du bien mine de rien. Tu vois, et des fois il y a des moments où je me dis... Est-ce qu'il faut que des livres pour changer de vie publient un article sur ce sujet pour que... Je pense que je le dirai avec attention. Mais clairement, je pense que c'est super important. Voilà, mais en vrai j'ai une journée d'entrepreneur de dirigeant assez classique finalement. Tu vois, il n'y a pas de rituel particulier, il n'y a pas de truc un peu à l'américaine. C'est des réunions, travail créatif, des rendez-vous, des mails, tout ça. Et tu travailles le soir. Un peu de travail le week-end, pas beaucoup. Mais et tu vois, de temps en temps, j'aime bien parce que le week-end, tu as une énergie un peu différente qui t'amène à autre chose aussi. Donc j'aime bien. Ouais. Mais clairement, ouais, je sors d'une période où j'ai quand même un peu trop travaillé. Et j'ai pas peur de le dire. Okay. Tu as ton ego qui aime bien dire que tu en fais plus que les autres. Mais ça, c'est du... c'est marrant parce que mon ego me dit l'inverse, moi. Mais c'est parce que tu vois, très vite, je me suis mis dans cette optique de semaine, pas de semaine de 4 heures, mais de philosophisme de 4 heures. Et je me demande comment ça s'est construit ça. Comment j'ai perdu ce truc, arriver à optimiser, être suffisamment malin pour mieux optimiser, tu vois. Et comment ça s'est... Parce que je pense que je côtoie pas mal d'entrepreneurs plus classiques qui se donnent beaucoup. Et du coup, il y a un espèce de truc un peu inconscient qui s'est mis en place dans ma tête. Peut-être aussi le fait d'avoir un bureau avec des employés que tu vois. Parce que moi, j'ai pas de bureau, j'ai que des travail en asynchrone, ça aide aussi. Ouais, effectivement. Mais ouais, c'est un point, le temps de travail je suis dessus en ce moment, c'est mon sujet. Ok. Bon, on fera une interview dans quelques années. Voilà. Tu me diras, voilà, je bois trop de mojito maintenant à la plage. Je bois pas d'alcool en semaine, vraiment, j'ai arrêté. D'accord. À part pour les événements exceptionnels, avec toi par exemple. Je vois pas de quoi tu parles. Non, mais ta venue à Paris, c'est toujours un peu exceptionnel, tu vois. Ouais, c'est vrai. On se voit quoi, 2-3 fois par an, pas plus. Ouais, c'est ça, quand je passe, quoi. Là, pour le coup, je serais d'accord de partager un petit verre de vin. Yes. Question intéressante. Est-ce que tu regardes le diplôme des gens que tu embauches? Pas vraiment. C'est toi qui t'occupes de l'embauche? Ça dépend. Vraiment, ça dépend des postes, mais oui, on peut faire des entretiens. J'imagine que toi et Geoffrey, vous regardez tous les deux à chaque fois les gens qui... Ça dépend tu vois, sur les conseillers en boutique, on peut pas parce que ça nous prendrait vraiment trop de temps. Mais un petit peu. Alors, le diplôme, pas tant que ça, parce que souvent ils ont fait une école que tu connais pas. Donc, c'est vrai que je regarde pas beaucoup le diplôme. Je vais regarder les études qu'ils ont faites, mais ce qui va m'intéresser, ça va vraiment être les expériences et la qualité de l'expression écrite. Ah oui. Parce que souvent, effectivement, les gens qui n'ont pas fait d'études, au niveau de l'expression écrite ou de l'intelligence émotionnelle, situationnelle, parfois c'est un peu chelou, tu vois. Tu sens qu'il manque quelques codes professionnels. Donc je vais vraiment regarder ça et la partie tout ce qui est loisirs.
Tu vois, Ah parce oui qu'entre un mec qui va te dire musique, cinéma, lecture, et un mec qui va détailler des passions un peu atypiques, pour moi, ça fait une vraie différence. Là, je me dis, tiens, on a quelqu'un qui est un petit peu singulier, tu vois. Qui est un peu curieux, qui... Ouais, parce que en gros, ils ont tous fait une école, ils ont tous fait un bon diplôme, ils ont tous fait des trucs humanitaires. Enfin, tu vois, ils ont tous un bon parcours. Donc, tu essayes un peu, en regardant le diplôme, de voir un peu ce qui transparaît, un peu atypique, et la lettre de motivation. Voir si le mec, il a fait quelque chose d'assez générique, ou si tu sens qu'il a vraiment pris le temps de comprendre ce qu'est Bonne Gueule, et de voir ce qu'il peut apporter. Est-ce que, donc tu dis qu'ils ont tous fait une bonne école et tout ça, est-ce que c'est parce que ça filtre le domaine dans lequel vous êtes, ou est-ce que peut-être il y a une sorte de bulle éducative dans ton domaine qui fait que tout le monde a un diplôme et que ça vaut plus... Je pense que, tu vois, notre communauté, parce qu'on pioche beaucoup dans notre communauté, on a des gens, enfin, tu vois, on fait des articles assez longs, donc par nature, on a des gens qui aiment assez lire, qui aiment comprendre, qui aiment apprendre, et je pense que ça biaise un peu le truc, tu vois. Ah, parce que tu recrutes surtout dans ta communauté. Ouais, enfin... Ça permet d'avoir des gens tout de suite qui sont au courant de plein de choses. Voilà, ou dans notre réseau, tu vois. Donc, ouais. Est-ce que tu prendrais des gens sans diplôme? Oui, alors, oui, je pourrais, mais il faut qu'il... Enfin, je reste traumatisé d'une fois d'un de mes premiers entretiens d'embauche, où c'était un mec, pareil, qui voulait être stagiaire chez nous, qui n'avait pas fait de diplôme, mais qui se formait de par lui-même, tu vois, qui te lisait, etc. Le mec, stagiaire, il me demandait 2500 € d'indemnité de stage, et il voulait pas venir au bureau. Il dit non, moi je suis plus efficace chez moi et tout. Et là je me suis dit, le mec n'a rien compris, tu vois. J'ai envie de lui dire, mais attends, moi des mecs qui sont tout aussi doués que toi, qui veulent moins et qui en plus veulent venir au bureau, veulent venir s'impliquer dans la vie de bureau, il y en a plein, quoi. Et donc tu vois, ouais, je pourrais prendre quelqu'un qui n'a pas de diplôme, du moment qu'il ait les codes, qu'il ait une bonne expression écrite, et qu'il ait fait des choses. Tu vois, qu'il ait fait des choses, c'est-à-dire que le fait qu'il n'ait pas de diplôme, qu'il en a profité pour tester des choses, pour créer pourquoi pas une petite entreprise, pour faire un voyage particulier, pour faire un documentaire sur tel ou tel sujet, tu vois. Ça m'intéresse. Mais en gros, il faut qu'il ait accompli des choses, ou il faut qu'il ait envie d'accomplir des choses. C'est ça que je vais regarder. Sur quelqu'un de très jeune, ben, je vais voir par exemple s'il a créé un petit blog, une petite chaîne YouTube, un petit podcast, tu vois, je vais voir tout ça. Ou s'il a créé des petits courts-métrages. Il y a plein de choses qui sont possibles aujourd'hui. Absolument. Mais ouais, si je vois quelqu'un, il a pas de diplôme, ok, mais qu'il a pas profité de ça pour s'auto-former, surtout pour faire des choses, pour créer des choses, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse moins. En France, le sujet de l'argent, il est un petit peu tabou. Ouais. Toi, quel est ton rapport à ça? Bon, je sais que tu partages ça plutôt librement finalement. Oui. Mon rapport à l'argent? Oui. Il est plutôt bon. non, blague à part. Ben justement, les finances personnelles, c'est un vrai sujet sur lequel j'ai fait un gros deep diving, un deep dive, enfin en français. Un plongeon profond. Un plongeon profond. Une analyse profonde. Ouais, parce que pour le coup, en France, on n'a aucune culture financière. Tu vois. C'est clair. On t'apprend, limite, on t'apprend un petit peu à épargner. Et je pense que justement, je crois que c'est toi qui avais dit ça dans ton livre, que le fait qu'on apprenne au lycée ce que c'est qu'un emprunt bancaire avec des dettes, etc., des intérêts composés, ça permettrait beaucoup de... Enfin, tu avais dit que ça permettrait d'avoir une population beaucoup moins endettée. Oui, ben, y a un vrai problème de gens surendettés Exactement. en France. Ouais. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un... Tu vois, Ils n'ont pas les bases, quoi. Voilà, ce que c'est qu'un crédit, des mensualités, etc. Donc ouais, donc justement, je me suis beaucoup intéressé à l'investissement. Donc comme toi, je place des choses sur des ETF, tu vois. Comme toi, je fais partie de la gestion, ce qu'on appelle la gestion passive, où tous les mois, tu mets la même somme sans poser... Ça te prend 5 minutes par an. Exactement. Ou par mois, allez, à la rigueur. Il faudrait que je rééquilibre d'ailleurs, là, je me viens de penser. Mais ouais, moi, c'est un sujet que j'ai vraiment voulu creuser. Et le rapport à l'argent, c'est, comment dire... Moi, je vis dans une industrie, enfin, je travaille dans une industrie où c'est très facile d'acheter plein de passifs, à savoir des vêtements. Tu vois, tu as toujours des vêtements magnifiques et tout. Et j'ai dû un peu me réfréner par rapport à ça, être assez frugal dans mes dépenses pour acheter du passif, justement. Parce que tu vois, tu peux acheter c'est très facile d'acheter une paire de chaussures à 1 000 € dans notre industrie. Hein. Ouais. Et de le justifier par un savoir-faire unique, ou d'acheter un costume à 2 500 €, pareil, parce qu'il y a un savoir-faire, il y a un tissu qui vient de... Mais ça reste des passifs. Donc moi, mon challenge, ça a été de casser un peu ce truc-là et de se dire vraiment, allez, on arrête et on commence vraiment à investir sérieusement. Donc voilà, mon rapport à l'argent, ça a été vraiment... Je savais ce que c'était qu'un actif et un passif, mais ça a été vraiment de me dire, bon, allez, on arrête, maintenant on s'occupe de la partie... on rééquilibre le bilan et on
on investit dans des choses qui sont des actifs pour la suite. Voilà, alors juste pour expliquer, donc un actif, en gros, hein, c'est quelque chose qui vous rapporte de l'argent, alors qu'un passif, non. Voilà, tout simplement. Et là, on a l'exemple avec les voitures, les vêtements. Dès que vous sortez le truc du magasin, ça a déjà perdu de sa valeur. C'est-à-dire si vous le revendez immédiatement, même si vous ne l'avez même pas porté, vous avez fait 5 km avec la voiture, vous allez la vendre moins cher. Et moi, je travaille dans un milieu où les gens aiment bien acheter des passifs, aiment beaucoup acheter enfin, c'est souvent des gens qui aiment les beaux objets et qui aiment bien acheter des belles choses. Donc, il a fallu que j'apprenne à être un peu plus raisonnable. Donc voilà mon rapport à l'argent. Donc en ce moment, il est vraiment sur l'investissement. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que tu es très transparent. Je veux dire, jamais tu as eu de souci à partager le chiffre d'affaires de Bonne Gueule. Ouais. J'avais aussi écouté une de tes interviews dans un autre podcast où tu partageais carrément ton salaire, qui m'avait choqué parce qu'il est quand même très faible. Ouais. Mais donc tu m'as dit que ça va augmenter. Alors, qu'est-ce qui fait que d'après toi, tu es plus open sur ce sujet-là que la plupart des Français pourquoi je le serais pas, tu vois? Non, mais je suis d'accord avec toi, mais finalement, c'est pas si répandu que ça. C'est mon côté un peu autiste. On me pose la question, je réponds, quoi, tu vois. D'accord. Voilà, et puis voilà, et le côté on m'a posé la question, j'y ai répondu et je me dis et puis moi moi les rémunérations des dirigeants, je me demande parfois quand je vois tel entrepreneur, je me dis mais combien il gagne, tu vois? Combien Je suis d'accord avec toi, c'est intéressant. Comment il structure son patrimoine, dans quoi il investit ou dans quoi justement quelles sont les zones de sa vie où il aime bien dépenser sans culpabilité. Mais ça fait aussi un moment que je suis Ramit Sethi, qui est un infopreneur américain, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, qui écrit beaucoup justement sur le rapport à l'argent. Et j'aime beaucoup et ça m'a aussi beaucoup décomplexé par rapport à ça. J'aime bien sa vision de l'argent et je m'en suis beaucoup inspiré. Et donc effectivement, il y a cette espèce d'omerta en France que je ne comprends pas. Ma sœur a acheté une voiture, elle a refusé de me dire le prix de sa voiture. Vraiment? Ah bon? Ouais. Ah, c'est étonnant quand même. Là, alors que nous, tu vois, dans l'entrepreneuriat, c'est sur le catalogue, quoi. Donc bon. Ouais, je lui dis, mais combien ok, t'as coûté combien? Elle n'a pas voulu me le dire. Je dis, mais pourquoi? Elle dit, non, mais ça te regarde pas et tout. Et je comprends pas. Vraiment, ouais, mais ouais, et je pense aussi, ça peut aussi inspirer des petits jeunes aussi, de voir combien on peut gagner, etc. Je pense qu'il faut le faire, on a ce devoir de le faire. Et aussi, moi, tu vois, j'aime pas ce côté des entrepreneurs qui annoncent des patrimoines et tout dans tous les sens en disant « Ouais, j'ai une fortune d'1 million ». Je sais pas trop si c'est du patrimoine, de la valorisation, ça m'énerve. Ouais, parce que valoriser sa boîte à des millions, c'est pas si dur, surtout si tu utilises des formules de la Silicon Valley qui sont pas facilement applicables. Tu fais 20 fois les builds enfin, tu vois. Ouais, non, ça c'est... Donc ça m'énerve et je me dis, voilà, moi je donne les vrais chiffres parce que moi j'aimerais qu'on me donne les vrais, tu vois. Et aussi, je comprends les gens pour qui estiment non, moi ça regarde que moi, etc. Ok. Je peux comprendre le truc. Donc là, business de 10 millions par an, t'es à quel salaire du coup Alors c'est un peu particulier parce que maintenant Geoffrey et moi, on a une holding où on facture en fait des frais de management. D'accord. Mais je dirais que j'ai un train de vie par mois qui, si je voulais avoir le même dans le salarié, il faudrait que je gagne entre 4 000, 4 500, 5 000, 5 500 on va dire. Entre 4 000 et 5 500, il y a un gap quand même. Du coup, c'est plutôt quoi? Plutôt autour, on va dire, plutôt dans les 5 000 euros par mois. Ah bah c'est bien, ça a augmenté parce que donc il y a genre un an, tu disais que tu faisais 3 500. Et je me suis dit, c'est vraiment pas beaucoup. Mais parce que ça faisait 2 ans qu'on ne s'était pas augmenté avec Geoffrey. D'ailleurs, cette année, on ne s'est encore pas augmenté à cause du Covid. C'est ça, quand tu es dirigeant d'une boîte, tu t'augmentes en dernier, quoi. Sachant qu'on a fini l'année en perte. Donc, d'accord, à cause du Covid. On augmente, toute l'équipe a été augmentée. Enfin, tu vois, les augmentations salariales ont suivi leur cours, mais Geoffrey et moi, on ne s'est pas augmenté. Mais ouais, je dirais que j'ai à peu près ça. Alors, j'ai des copains qui gagnent beaucoup plus que moi. Et clairement, il y avait, je ne sais pas si tu connais The Galion Project. Non. C'est, comment il s'appelle? C'est Rudel, là, le mec qui a fait Criteo. Qui a fait le Galion, c'est un truc pour aider les fondateurs de startups sur des sujets très concrets. Comment est-ce qu'on partage la valeur avec les employés, comment on structure tel deal, etc. Et il a fait un long article sur les rémunérations des dirigeants de start-up qui est très intéressant en fonction de plein de critères. Et clairement, nous, on est dans le plus bas, Geoffrey et moi, de l'échelle, alors qu'on devrait être vraiment dans le plus haut. Ah oui, moi, ça m'a surpris. Je sais que tu es quelqu'un d'assez frugal. Bon, tu es comme moi, on est minimaliste, on n'achète pas beaucoup d'objets. Tu parlais aussi de te limiter par rapport aux vêtements et tout ça. Ouais. Mais, et moi, je me rappelle, mon comptable m'avait dit… Mais t'as révélé ton salaire, toi, au fait, ou pas? Jamais.
Ok, bon, mais je vais pas te le Non, demander. mais alors. je peux, hein, non, mais c'est pas un souci. C'est vrai qu'on m'a jamais posé la question, en fait. Mais du coup, combien Mais du coup, enfin, c'est compliqué pour moi de répondre parce que je regarde même plus, en fait. Moi, dès que j'ai besoin d'argent, je m'en prends. Et j'ai investi 10% du bénéfice de l'entreprise dans mon truc perso chaque mois. Mais du coup, si je devrais le compter en salaire, normalement. Dans tes ETF? Ouais. Mais du coup, c'est combien que tu investis sur une année? Moi, je dirais que je suis au moins à 200 000 euros par an, un minimum. Hein. D'investissement? Non, mais de salaire et tout ça, quoi. Ah, Donc, ouais. 250 000, Ouais, ça facile, quoi. Mais comme j'ai un train de vie assez frugal comme toi, finalement, quasiment tout part dans les investissements. Hein. Ouais, alors c'est vrai que nous, avec Geoffrey et moi, on a fait une levée de fonds, on a fait ce qu'on appelle un cash out. Ouais. Donc c'est-à-dire que Ah là, vous avez vendu des... on a vendu des... Donc tu vois, le fonds a acheté une partie de nos actions, mais pour se l'approprier. Mais sur une partie de nos actions, Geoffrey et moi, on les a vendues en perso. Et donc là, on a pu faire un beau rattrapage de tout l'argent qu'on aurait dû Parce gagner. que voilà, il y a ça aussi, il y a ce capital qui monte de la valo de la boîte, qui fait que quand vous vendez des parts, Ouais. ça... Et donc c'est intéressant parce que tu vois, quand j'étais encore en France, pas mon avocat, mon comptable m'a dit « Hey, Olivier, il va falloir faire quelque chose parce que en fait, la boîte gagne trop d'argent, il va falloir augmenter votre salaire. » Ouais, À l'époque, j'étais à 3 500 par mois, ça me suffisait largement. Et il me dit, on va monter à 6 500. Je lui dis, mais 6 500 euros, mais je vais faire quoi avec ça? Franchement, ça me paraissait hallucinant. Je ne voyais pas comment j'allais Mais je crois dépenser. que je suis un peu à ce stade finalement, parce que même nos investisseurs trouvent que Geoffrey Mon ne se paye pas assez. Mais ouais, il y a eu, enfin, c'est vrai qu'il y a avec le Covid et tout, on a été un peu. Mais finalement, en investissant, tu t'arrives toujours. Ouais, tu sais, moi, je me constitue ma propre retraite. Je ne compte pas sur le gouvernement. Donc. Ouais, moi c'est pareil. C'est justement, du coup mon PEA qui est bien rempli, qui me. Et tu connais cette étude qui dit que, enfin, il y a eu plusieurs études qui disent que, en gros, après 6 500 euros, de toute façon, tu n'augmentes pas ton bonheur. Ouais, et c'est vrai que moi, tu vois, je vis dans un 35 mètres carrés en plein Paris. Je suis très content. Tu vois, j'ai 1 200 euros de loyer, mais je n'ai pas envie de plus. Enfin, vraiment, mon actif principal, c'est Bonne Gueule. J'ai la chance quand même d'avoir accès à pas mal de choses grâce à mon métier. J'ai pas envie de plus, vraiment. Je suis bien comme ça. Comprends, hein, mais c'est vrai pareil, hein, on préfère se payer des expériences plutôt que des objets. Mais ça dit, pour le coup, en toute honnêteté, si je voulais avoir un train de vie, enfin, 200 000 euros de salaire par an, ça serait pas possible. Pour le coup, je pense que l'entreprise n'aurait pas les moyens de le supporter. Mais ouais, quand je vois les expériences de vie que j'ai pas du tout l'impression de manquer, vraiment. Oui, ben là, à 5 000 par mois, plus la boîte paye forcément des trucs, des dépenses business. Ça... Je pense que voilà, tu n'as pas l'impression souvent de te priver, quoi. Là, j'étais une semaine à Quiberon chez mon pote Valentin qui fait le thé matcha bio, là, Kumiko Matcha, un de mes meilleurs amis. On était dans la villa de son père qui n'utilise plus, qui a une piscine au bord de la mer, à parler business, parce que c'est quelqu'un de très spirituel, Valentin, tu vois, à parler vraiment, à cogiter sur des problématiques et à juste kiffer. Mais je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs qui paieraient très cher pour avoir ma place, tu vois. Ne serait-ce que dans les endroits où je sors, ma salle de sport, c'est une des plus belles de Paris, donc j'ai vraiment pas l'impression. Enfin, quand tu fais tes courses, est-ce que tu regardes les prix? Non. Moi non plus, ça fait longtemps. Hein. Non, je regarde pas les... Il y en a qui disent que c'est à partir de ce moment-là, que c'est là que tu sais que tu es riche, c'est que tu regardes plus les prix de ce que tu achètes. J'ai aucune idée de combien ça coûte 1 kilo de tomates. On va peut-être me dire que je suis un peu même déconnecté. Une baguette, les verres dans les bars, je regarde plus. Ouais. C'est vrai, mais c'est... Ouais, et puis tu vois, j'essaye de manger bio autant que possible. Et c'est vrai que je regarde pas les prix. Mais d'un côté, ça donc c'est ça qui est génial finalement, c'est qu'on est vraiment à un niveau où on n'a plus besoin de s'embêter, quoi. C'est pas qu'on est déconnecté, mais d'un côté, ça me fait aussi plaisir de soutenir des producteurs bio, tu vois. Ouais. Il y a ça. Non, puis c'est pas d'être déconnecté, c'est juste de se dire on a plus de problèmes à gérer, on a autre chose à penser, on va pouvoir se consacrer à autre chose, quoi. Que regarder les prix. Effectivement, puis on peut choisir nos producteurs. Tu vois, ouais, et puis même au niveau grâce à mon métier, je mange quand même dans les plus beaux restaurants de Paris. Enfin, tu vois, j'ai pas du tout l'impression de... je suis pas du tout limité dans quoi que ce soit. Je pense que en termes des voyages que j'ai pu faire, en termes de certains de mes amis et tout, c'est le kiff total, quoi. Vraiment. C'est pas... Mais c'est vrai qu'effectivement, je pourrais me payer plus, il paraît. C'est tout le mal que je te souhaite. Ouais. Je peux partir en vacances avec une dizaine de potes, le prix de la location, je dis pas que je l'ai pas regardé, mais franchement, on va se mettre bien. J'ai eu un EVG, les prix, j'ai même pas regardé. Enfin, tu vois, un EVG. Un enterrement de vie de garçon. D'accord. J'ai un copain qui se marie, et tu vois, on avait une très belle villa avec une piscine. Je regarde rarement les prix, en fait, mine de rien.
Ouais. Ouais, bah là, j'étais à un mariage et j'ai oublié mon costume à Dubaï. Donc, ma mère m'a trouvé un magasin où louer un costume. Elle me dit, oui, désolé, c'est 100 € pour louer le costume pour le mariage. J'ai pas trouvé moins cher. Et moi, je me suis dit, mais ah bon, 100 €. Enfin, c'est là où c'est avec ce genre de truc, je me rends compte un peu du décalage. Ouais, enfin, tu vois, j'ai accès à des très beaux vêtements. Enfin, tu vois, vraiment, je me sens pas du tout limité. Alors, j'ai une question pour toi qui va nous amener vers la conclusion, parce que tu dis qu'en ce moment tu travailles beaucoup, peut-être même trop, que peut-être que tu devrais prendre des vacances. Est-ce que tu te sens heureux au quotidien et même la question vers laquelle j'aimerais t'amener, c'est est-ce qu'on peut mêler ambition et bonheur? C'est une très bonne question. Alors déjà, j'ai beaucoup de gratitude envers mes équipes, envers Ubon Gueule, etc. Il y a eu des moments difficiles, mais là aussi, j'ai entre guillemets presque de la gratitude pour ces moments-là parce que ça m'a beaucoup formé, tu vois, j'ai appris beaucoup. Et oui, clairement, moi, je suis quelqu'un d'heureux parce que j'ai plein de possibilités devant moi. C'est un super projet. Ubon Gueule n'a jamais été une marque aussi singulière. On n'a jamais autant peaufiné la proposition de valeur. Donc je dirais que j'ai des équipes formidables. Tu vois, j'ai un super rédacteur en chef, j'ai un super chef de produit avec qui je travaille vraiment régulièrement, qui ont même de très belles équipes. Donc je dirais que je suis quand même bien heureux. Enfin, je suis vraiment pas le plus à plaindre. Et tu pratiques activement la gratitude? Ouais, complètement. Ça, c'est prouvé par A plus B scientifiquement que ça te rend plus heureux. Ouais, moi mon truc c'est la gratitude. Là pour le coup. Tu fais ça tous les jours? Ça se fait naturellement, tu vois. Et donc voilà une action que la plupart des gens font pas et que toi tu fais. Ouais, bah tu vois, je rentre chez moi, je me dis putain, qu'est-ce que j'ai de la chance de rentrer, d'avoir mon appartement à 2 pas du bureau, de voir des beaux immeubles. Je me dis, tu vois, enfin pendant le confinement, je faisais je courais au Louvre parce que j'étais dans le rayon d'1 kilomètre en fait. J'ai le Louvre et je me dis mais il y a des touristes qui payent super cher pour avoir le droit de faire ça et moi je peux le faire tous les jours si je veux. Tu vois, c'est clair. Le fait de pouvoir aller au jardin du Palais Royal sans prendre le métro, sans prendre le RER, tout ça, j'ai vraiment beaucoup de chance. Enfin, j'ai beaucoup de gratitude pour cette vie que j'ai. Effectivement, il faut la cultiver. Mais ton point, l'ambition, je suis complètement d'accord avec toi, c'est que c'est très dur d'être ambitieux sans sacrifice, tu vois. Vraiment, je vois pas comment on peut faire. Il y a un moment, mais ouais, l'ambition, elle se construit hors de sa zone de confort, elle va se construire dans les doutes, dans la difficulté, dans les découragements, dans la démotivation, et c'est là où on voit si tu es vraiment motivé ou pas, vraiment. Et donc, c'est des phases par lesquelles je suis passé, je passe encore et dans lesquelles je passerai beaucoup, mais on est bien soutenu. J'ai la gratitude justement d'être bien soutenu, d'être bien entouré, d'être accompagné par une coach notamment, Blandine, que je salue, qui m'a beaucoup apporté. Mais ouais, il faut. C'est pas de tout repos, voilà. Et comment tu vois le point de vue des bouddhistes qui disent que finalement la source de la souffrance humaine, c'est de toujours en vouloir plus? C'est un bon point parce que mon pote Anthony justement, qui est très là-dedans, qui dit tout est parfait, y compris l'imperfection. Voilà, l'imperfection, il faut rien changer parce que tout est parfait. Du coup, comment tu réconcilies ça avec une démarche d'entrepreneur? Eh ben, il faut être un peu. Et oui, effectivement, le toujours en vouloir plus, effectivement, il est à la fois source de frustration, je suis d'accord, mais c'est un beau moteur aussi. Et je suis d'accord. C'est comme ça que des gens ont changé le monde, c'est comme ça que des gens ont changé de vie, c'est comme ça que des gens ont perdu 20 kilos, c'est comme ça que des gens se sont remis en question, ont rebâti une nouvelle vie, tu vois. Heureusement que nos ancêtres préhistoriques se sont pas contents de ce qu'ils avaient. Exactement. On sera encore dans les cavernes là. Exactement, mais oui, je comprends. Enfin, je comprends les deux côtés du spectre, et je pense que c'est toujours cet équilibre dont je parlais qu'il faut gérer et qu'il faut prendre ce qu'il faut le juste milieu de ces deux côtés. À la fois le côté, il faut être content de ce qu'on a, il faut cultiver la gratitude, et à la fois c'est bien de continuer à driver, de vouloir faire toujours un pas de plus. Voilà. Parce que sinon, on n'aurait jamais exploré les Amériques. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qu'on n'aurait pas fait s'il n'y avait pas eu des gens qui se disent je veux aller un peu plus loin. Et c'est hyper important. Et, et pour moi, cette compréhension de la souffrance et d'en vouloir plus, elle peut se comprendre que quand on a une vie spirituelle très riche et très intense. Et pour la plupart des gens, tu vois, si quelqu'un, le fait de vouloir une nouvelle voiture, une plus belle, ça peut le pousser à entreprendre, c'est tant mieux. Si quelqu'un qui est frustré sentimentalement, le fait de vouloir mieux s'habiller, aller faire du sport, enfin, ça va le motiver à faire tout ça, c'est tant mieux, tu vois. Donc moi, je pense qu'il faut prendre ça avec... ça peut être une très belle force, une très belle énergie, et il ne faut pas s'en priver. Oui, et moi, j'essaie de réconcilier ça finalement avec des cycles.
Ouais, des cycles où tu vas profiter de ce que tu as et justement Exactement, être dans la ouais. gratitude, et d'autres où tu vas essayer de te développer. Exactement, parce qu'effectivement, des gens qui ont beaucoup, j'ai quelques amis qui sont quand même assez riches, d'autres qui ne sont pas du tout, mais j'en ai certains qui sont très riches et ils veulent toujours plus. Il y a un moment, ils vont se poser, ils vont être contents de ce qu'ils ont. Parce que le cousin, il est milliardaire et pas moi, tu vois. Ouais, donc ça, c'est pas forcément la bonne motivation. Et là, tu vois, Mais après, tu as celle de Elon Musk qui aurait pu se contenter de vendre 200 ou 300 millions de dollars. 200 millions de dollars, 187 millions, je crois. Qu'il a eu en vente que. Voilà, il aurait Ouais, il pu fait pas mal. littéralement être jet-setter jusqu'à la fin de sa vie. On est bien content qu'il ne se soit pas contenté de ça. Et il est en train de bousculer des industries et ça va. Et peut-être même de sauver l'humanité. Voilà, et ça va profiter à tout le monde. Voilà, exactement. Donc il y a les bonnes et les mauvaises motivations. Contrairement aux bons et mauvais chasseurs, il y a une vraie différence. Et je pense, voilà, tu vois, j'ai un de nos coachs et investisseurs qui s'appelle François, qui nous avait conseillé un bouquin de management qui était très bien, dont j'ai oublié le nom. Mais enfin, il disait qu'il listait toute une liste de qualités qu'il fallait avoir, et avec chaque fois, tu avais l'underuse, le overuse et le good use, tu vois. Par exemple, je sais pas moi, sur la force de travail, tu avais ce qui se passait quand tu étais en underuse, en overuse ou en good use. Et voilà, et pour moi, ce côté-là, la souffrance, c'est quand tu en veux toujours plus, il faut avoir le good use de ça. Mais ouais, quand t'es trop là-dedans, tu as envie de rien faire, de pas changer, et il n'y a rien qui te drive. Et quand t'es trop dedans, tu n'es jamais content de ce que tu as et tu as une vie de frustration finalement. Celle que justement que les bouddhistes peuvent dénoncer. Donc il faut kiffer un peu de temps en temps. Et donc, tu as mentionné un livre, c'est bien, ça me permet de faire une transition tout en douceur Comment s'appelle ce livre? Alors, la question qui va quasiment terminer cette interview, ma foi, très intense, c'est quels sont les 3 livres que tu recommanderais à notre audience Moi, j'en ai un que je suis depuis des années qui s'appelle Reinventing Organization de Frédéric Laloux, qui est vraiment très bien, qui m'a beaucoup éclairé, parce que ça mixe un peu l'approche dynamique de Ken Wilber, de la spirale dynamique, que j'aime beaucoup. Très, très intéressant. En plus, il a été adapté en bande dessinée, ce livre. D'accord. Donc, il est très bien. Justement, parce que j'expliquais juste avant que tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, va être adapté en BD. Ouais, ils l'ont adapté. Peut-être que j'en ai en bureau un truc que je pourrais t'offrir. Et je pense que tu dois le lire d'ailleurs. D'accord. Pour toi qui veux faire ton 10X là. Voilà, j'ai dit à Benoît que j'ai comme objectif de multiplier par 10 le chiffre d'affaires en 5 ans. Je pense que tu dois vraiment le lire parce que c'est vraiment une belle perspective. L'autre, les mots sont des fenêtres de Marshall Rosenberg sur la communication non violente. Livre qui a changé ma vie. Ouais, vraiment. T'es pas le seul à le dire. Tu l'as pas lu? Je l'ai pas lu, mais on en a parlé plusieurs fois. Putain. En plus, tu as fait une vidéo sur la communication non violente, je crois. Absolument. Ah ouais. Ouais. Mais c'était peut-être même sur ce résumé de livre, mais le résumé avait été fait par mon équipe et j'avais fait la vidéo après. Ouais, c'est un livre incroyable, très très beau. Et le 3e, c'est compliqué parce que j'ai peur de citer des livres vus et revus. Donc, il y a des livres que j'aimerais lire que je n'ai pas encore lus. Là, j'en ai plein, mais sinon, le 3e, ça serait. Ça serait le. Integral Relationship de Martin Houssik. Donc, uniquement, tu lis beaucoup de livres en anglais, t'es comme moi? Tu vas directement à la source? En français, alors attention, oui, et en français, il commence à y avoir des trucs vraiment sympas. Notamment des livres sur le management, mais j'étais blow up, j'étais impressionné par le... Tu t'es blow up par les livres en français? Mais... J'étais impressionné. Ah ouais, c'est des trucs qui aux États-Unis qui seraient vendus à des millions parce qu'il y aurait eu la belle couverture, le bon testimonial qui va bien, le bon graphisme. Et en français, on a des trucs vraiment solides, hein, vraiment. Ok. Un livre sur le management situationnel, dont évidemment j'ai oublié le nom, mais faut taper management situationnel dans Amazon, excusez-moi, et vous allez le trouver. Mais ouais, celui je trouvais qu'il est très riche. Vraiment, on a des super trucs. Mais le problème, c'est que c'est marketé comme des livres d'université, d'académie, tu vois. Ouais, donc c'est pas sexy. Hein. Bah tiens, tu vois, voilà, moi, ce que j'aimerais faire, je serais prêt à travailler être salarié pour une boîte d'édition et faire une boîte d'édition à l'américaine, tu vois. Ils en ont besoin. Hein. Avec les éditeurs français, ils sont vraiment en retard. Avec des livres bien, avec une couverture bien rigide, avec un beau papier, une vraie campagne de promotion digne de ce nom, ça me plairait. Donc voilà, mais ouais, la plupart de mes livres que je lis sont en anglais. Ok. Bon, merci. Du coup, là... Attends, c'est quoi ta question sur les 3 livres d'ailleurs maintenant en 2021 que tu recommandes? Maintenant là? Ouais. Mais c'est-à-dire sur quel sujet? Je sais pas, les 3 livres que tu recommandes, la même question que en tu m'as posée. En général, ouais. Quoi. La semaine de 4 heures, toujours. Moi, je vais pas citer mon bouquin. Hein. Souvent, je recommande ton bouquin d'ailleurs. D'accord. Ah ouais. Mais bon, la semaine de 4 heures, il est un peu vieux. Il est un peu vieilli. Les tactiques, stratégies sont un peu obsolètes, mais
le fond reste toujours Le pertinent. fond et la motivation qu'il donne aussi. Ouais, ça c'est clair, ça donne le feu sacré ce truc. Ouais, il faudrait qu'il soit écrit la semaine de 35 heures et ça serait un peu plus adéquat. Donc il y a influence et manipulation. Et puis il y en a tellement, c'est ça le problème. Mais les manipulateurs sont parmi nous, justement. Très bon. Très bon et livre. puis comment se faire des amis, c'est des classiques, mais. Ah ouais, donc toi t'es très décomplexé à donner des livres un peu des grands classiques. Ouais. Ah ouais, je devrais faire un peu ça. Non mais bref, écoute, tu t'as déjà pas mal partagé, c'est bien. Du coup, dernière question pour terminer cette interview, parce que tu sais que là, je sais pas, ça doit faire 2 heures qu'on a démarré. Ouais. Donc il reste 17 personnes. Non, je pense pas, mais il reste quelque genre 20%. Donc les gens qui sont là, ils sont ultra motivés. D'ailleurs, si toi tu regardes et que tu fais partie des gens qui sont allés jusqu'au bout, le dis dans les commentaires, dis-moi, je fais partie des gens motivés qui sont allés jusqu'au bout. Ouais. On verra combien il y en a eu. Quel est le conseil que tu donnerais donc au rebelle intelligent qui est toujours là, qui est impressionné par ton parcours et qui veut se lancer, tu vois, qui se dit peut-être le conseil qui résume un peu tout ce que tu as dit. C'est vraiment ça, faut vraiment me dire, il faut que je puisse anticiper cette question la prochaine fois. Parce que Benoît avait me demandé de lui envoyer les questions à l'avance. Je lui ai dit, écoute, moi je préfère que ça soit spontané. Mais c'est ce que je craignais est arrivé. ce que je craignais est arrivé. Vraiment, parce que là aussi c'est compliqué de pas donner des conseils bateaux sur le fait de croire en soi, etc. Mais dis celui que tu as envie de donner. Apprenez des choses par vous-même, vraiment. Forcez-vous. Parfois c'est nécessaire de se forcer, encore une fois, parce qu'il y a ce côté, je peux pas, enfin, ceci, cela, les excuses. Ok, t'as peur, t'as des craintes et tout, mais force-toi, fais-le, quoi. Apprends à faire le hard work, le hard things en anglais, apprends à en chier un peu finalement, tu vois, c'est ça, pour apprendre, apprends à en chier un peu pour apprendre, tu vois, donc oui, force-toi à lire des livres alors que tu as envie de regarder une série Netflix, force-toi à croire en ton projet alors que tout le monde dit que ça va pas marcher, fonce en faisant tes devoirs, c'est-à-dire, je sais pas, tu veux lancer même un restaurant, lis en anglais les 3 livres sur comment faire un restaurant à succès ou tu vois ce genre de choses. Donc fonce et apprends à bien foncer. Voilà. Et force-toi quand t'as pas envie. Voilà, merci pour ce super conseil de Je sais fin. pas si c'est un super conseil. Mais non, mais c'est excellent. Merci Benoît d'avoir été aussi profondément aussi loin dans le partage. Tu as été jusqu'à partager ton salaire. Donc, on espère tous que tu vas gagner plus. J'espère que tu as posé cette question suivante, du coup, finalement. Oui, écoute, on verra. Je serais curieux de voir. Après, ça dépend, c'est pas forcément toujours pertinent. Je m'intéresse plus, tu vois, moi, on m'avait jamais posé la question du salaire. C'est vrai que je m'intéresse plus en général au chiffre d'affaires. C'est juste que toi, tu l'avais partagé dans un podcast. Ça m'avait interpellé à quel point je trouvais ça peu, en fait. Mais encore une fois, on m'a posé la question, donc je réponds, moi, tout bêtement. Merci Benoît. Merci beaucoup Olivier. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Alors si tu es encore là, tu fais partie des 15, des 10, des 5% de gens les plus ultra motivés. Donc s'il te plaît, assassine le bouton like. C'est important pour que l'algorithme de YouTube puisse recommander cette vidéo à d'autres rebelles intelligents comme toi. Et également, parmi toutes les personnes que tu connais, d'après toi, quelle serait la personne qui pourrait le plus bénéficier de cette interview avec Benoît? Probablement quelqu'un qui rêve de créer son entreprise et qui ne sait pas comment faire. Eh bien, envoie-lui cette vidéo, ça va peut-être changer sa vie. Je te dis à très vite pour la prochaine interview des rebelles intelligents. En attendant, n'oublie pas, sois rebelle, sois intelligent et fais partie des gens qui explorent de nouveaux chemins pour se créer l'aventure de leur vie. Ciao!